vendredi 8 août. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C, et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. C'est l'heure de passer au bilan et de remettre les bulletins. C'est notre épisode spécial bilan mi-saison 2025 et on débute maintenant. Il est maintenant temps d'accueillir nos collaborateurs. Vous êtes habitués de l'entendre dans les épisodes d'après Grand Prix, les retours sur les différents week-ends de course qu'on fait ici depuis déjà quelques saisons au F1 Podcast. C'est l'auteur du livre La Formule 1 au circuit Gilles Villeneuve, Kevin Fontaine. Comment ça va? Ça va super bien, Martin. Et toi, comment ça va? Ben, je vais super. Écoute, bilan mi-saison, c'est toujours mi-figue, mi-raisin parce que on se dit Ouais. d'une certaine façon, il y a déjà, c'est plus que la moitié de passé, hein, puisqu'on Mhm. est déjà à 14 courses. C'est un peu bizarre, oui, on appelle ça mi-saison, mais c'est fait comme ça. C'est la F1 qui prend sa pause là. Ben, c'est ça. On sait qu'on a la moitié de passé, mais on se dit qu'il nous en reste quand même 10, fait qu'on va en profiter. Et de ton côté, de l'autre côté plutôt, c'est le descripteur, analyste des courses de la GTCQ. Point TV, mais avant tout, un pilote hors pair de la division Pro Élite pour nos amis de la team FSR. Vous l'avez entendu rire, il rit toujours. C'est comme ça, Ouais. c'est sa signature d'introduction. François Goulet, comment ça va? Ben, je ris, là, mais ça va semi parce que ça fait longtemps que j'ai terminé l'école et là, on m'a obligé à faire des devoirs pour cet épisode-là. Donc, Oh. non, mais en dehors de ça, ça va super bien. C'est une belle fin de semaine qui s'annonce devant nous. On la commence bien en faisant notre bilan de mi-saison à trois. C'est le fun, toujours le fun de faire des épisodes à plusieurs. Puis, on a une belle fin de semaine qui s'en vient de course pour moi, même s'il n'y a pas de F1. Puis, j'ai bien hâte là, de voir un peu avec vous aussi quelle note vous avez donnée parce que c'est pas facile, hein, cet exercice-là. Non. Donc, il faut se baser sur plein de choses. Donc, j'ai hâte de faire l'exercice avec vous parce que j'ai manqué ma chance l'année dernière en fin de saison à la dernière minute. On se rappelle, Martin, j'avais Oui. dû quand annuler à la dernière seconde. Ben là, je suis là. Fait amusons-nous à donner des notes à d'autres personnes. Ben, c'est ça, je me dis, c'est pas comme un retour à l'école. Tu sais, je comprends que là, on te met dans l'autre chaise, on te met dans la chaise autoritaire. Tu as déjà commencé hier là, sur les réseaux sociaux là, pour les gens qui te suivent ou qui sont dans ta garde rapprochée. On pu voir sur ton Facebook que t'avais des petits spoilers à donner. Donc, on règle tout ça tout de suite. Pastor Maldonado, c'est quoi, François Goulet? C'est moins. C'est moi, t'as entendu le bruit? Je suis tombé en bas de ma chaise. Ouais, tout à fait. Alors, je me demandais où tu t'en allais avec ça, puis j'ai fait, ah mon Dieu, c'est vrai, j'ai écrit ça hier. C'est loin hier, là. J'ai beaucoup réfléchi maintenant au vrai pilote de la Oh, cohorte de 2025. Donc, Pasteur Maldonado n'est plus là. Puis pour ceux qui savent pas c'est qui, encore une fois, les internets sont là pour vous instruire. ah, vous allez avoir des 5 minutes, 10 minutes de vidéo d'accident, vous allez comprendre c'est qui. Mhm, Mais avant qu'on tombe dans le vif du sujet, puis dans le plus sérieux, sans trop se mhm, prendre au sérieux, parce qu'on n'a jamais l'intention de se prendre au sérieux ici au F1 Podcast, je veux quand même prendre le temps, parce que tu en as glissé un mot, c'est un grand week-end de course à mhm. Trois-Rivières, bien sûr. Il n'y a plus de Formule 1 mais, pendant un petit bout, mais ça à Trois-Rivières. Puis ça a une petite note spéciale pour nous autres, la voiture F1 Podcast avec notre logo dessus, la voiture de Toot Racing qui va être pilotée de main de maître par notre collaborateur qui sera pas ici justement au bilan. C'est Jean-Christophe Tran qui se retrouve dans son vrai bureau. Donc, ils font pas de micro, mais plutôt un volant. D'après moi, j'y demanderai pas, parce que je veux pas qu'il nous fasse de la peine à nous, aux auditeurs, mais j'ai l'impression que c'est celui qui le préfère. C'est le bureau qui le préfère. C'est celui qui a un volant puis une pédale à gaz. Et il va être là en fin de semaine pour, je le disais, pour Toot Racing. Donc, tout au long du week-end, vous pouvez suivre la page de F1 Podcast sur les différents réseaux sociaux. J'ai déjà publié la voiture. Il nous a fait un petit vidéo pour saluer les auditeurs. Puis je vais mettre aussi que lorsqu'ils vont être en direct là, sur YouTube et tout ça pour essayer d'acheminer ça. Puis on s'est créé là, un petit peut-être, là, tu sais, vous pouvez mettre hashtag ou A commercial F1 podcast dans les commentaires sur YouTube, dans la diffusion en direct. Comme ça, nous, ça va nous permettre de voir que vous êtes là. Puis en même temps, ben, ça va être plus facile pour JC quand il va réécouter peut-être les reprises de voir le support qu'il y a. Vous pouvez bien sûr ajouter des messages, mais le hashtag F1 podcast ou le A commercial F1 podcast, notre chaîne, là, dans dans les commentaires, de choses, ça va être une façon qu'on va pouvoir se reconnaître à travers les gens qui vont assister à ces différentes épreuves-là. Euh, Avant ça,
pour les gens qui sont pas familiers avec la formule des bulletins, c'est déjà la troisième fois qu'on le fait, je pense. Normalement, on fait bilan mi-saison et bilan à la fin de la saison. On remet, bien sûr, oui, des notes de A+, qui est la meilleure, et Mhm. C-, qui est la pire. On pourrait se garrocher dans des F, des Z, puis des choses. On veut pas se perdre là-dedans. Fait que C-, c'est la pire note que vous allez entendre aujourd'hui. Est-ce que vous allez en entendre? Ben, probablement que oui. Et des A+, ben, moi, je commence en force avec deux A+. Là, vous allez dire, comment ça? Il commence avec des A+. Ben, je donne un A+ à Descartes Incorporé, qui est notre partenaire depuis déjà le début de la saison. On est très, très fiers d'avoir. Puis, je peux pas demander mieux. Ils ont été très, très bons. Puis, j'ai toujours des belles conversations avec Jonathan Descartes, qui est le propriétaire. J'entends des bons commentaires de leur entreprise. Donc, A+, à eux, sont des spécialistes dans le domaine des escaliers, mais aussi la vente de matériel. Donc, pour conception ou en réparer une ou en embellir une ou en rendre une plus sécuritaire. Et les autres qui ont eu aussi une note de A+, c'est Marc Labelle et son équipe de Labellet, qui sont des experts dans le domaine des haies, mais aussi pour les arbres, les mondages, que ce soit aussi pour savoir comment tailler le cèdre, parce que ça, c'est un métier, hein, faire ça, parce que il y en a des fois qui s'essayent, puis moi, je prends ma marche autour là, de chez nous, des fois, là, puis je vois qu'il y en a qui ont fait ça eux-mêmes, puis tu vois que j'irai pas cogner pour leur dire, mais d'après moi, la headset ne va pas finir la fin de l'été, là. Elle est décédée parce qu'elle a été coupée trop courte. Ouais. Et décédé. Ouais. C'est des jeux de mots, Très les bon, jeux de mots à très Kevin bon. Fontaine, ça. Ouais. Ouais. Mm. Bon, en tout cas, fait que tout ça pour dire, si vous voulez faire affaire avec des experts, que ce soit du côté de Descartes ou la Bellet, juste à nous communiquer avec nous. Ils sont les premiers aujourd'hui à recevoir une note de A+. Là, on va passer au sérieux parce qu'on commence toujours par les pires. Cette fois-ci, on en a parlé dernièrement, François Goulet, ensemble, dans nos épisodes du Mhm. vendredi. Parce que oui, j'ai présenté Kevin comme étant l'analyste des retours sur les Grands Prix, mais toi, tu es là pour mettre la table avec moi à tous les vendredis, que j'apprécie. C'est un clin d'œil à mon ancienne carrière dans la restauration, ça. Mettre la table, ben oui, Ouais. mettre la table ou défaire la table. Des fois, on est plus sévère, des fois, on Ouais. semble qu'on défait la table. Ouais, c'est ça. Mais quand on regarde ça, on a dit que Alpine est la pire écurie, sauf que si on recule quelques années en arrière, il ne serait pas si pire que ça, parce que quand tu accumules 20 points dans une demi-saison, je fais des comparatifs, là, il n'y a pas si longtemps que ça, William en avait accumulé 17 dans une saison complète. Donc, ça fait drôle de dire qu'il se retrouve dernier au classement avec un pointage qui pourrait être plus que respectable à certains moments, mais là, on les voit quand même à l'arrière. La note que j'ai décidé de leur donner, c'est un C. Un C, pas nécessairement pour ce qu'ils font en piste. Je pense que le travail d'ingénierie est quand même potable lorsqu'on voit que la voiture a un déficit de groupe motopropulseur depuis déjà plusieurs années en F1. Donc, je me dis qu'on fait quelque chose de bien au niveau du châssis. On fait aussi quelque chose de bien du côté de Pierre Gasly. On en viendra lorsque ce sera le temps de donner Mhm. les notes aux pilotes. Mais du côté de Flavio Briatore, était là pour remettre un peu de l'ordre dans la cabane. C'est sûr qu'au début, c'est normal que ça brasse. On casse pas, on fait pas des omelettes sans casser des œufs, c'est ce qu'on dit. Sauf que je trouve qu'il y a peut-être un peu trop d'omelettes qui se cassent, là, ou un peu trop d'œufs qui se cassent, là, on dirait, là. Tu sais, on dirait qu'il y a des choses qu'on aurait pu éviter. Le côté du deuxième pilote, on commence avec Doohan, il est quasiment déjà un pied dehors avant que la saison commence. Après ça, on rentre Franco Colapinto. Dieu merci parce que je peux prononcer son nom, mais ça va pas très bien en piste. On l'a vu même dans les essais libres pour Pirelli qui est allé endommager une voiture dans les derniers jours. Donc, tout ce côté-là, après ça, un peu plus haut que Flavio Briatore, ben, on a Monsieur Di Meo qui sac son camp en plein Grand Prix du Canada. Là, finalement, on a rentré quelqu'un d'autre en espérant que ça va bien aller. Mais moi, pour ma part, forcé de mettre un C. Je peux pas aller à C- à cause des performances puis de l'ingénierie quand même, mais je peux pas aller plus haut que ça pour ma part. Mais vous avez le droit aussi à votre opinion et c'est pour ça que vous êtes là. François Goulet, ta note pour Alpine. La note que j'ai sur ma feuille devant moi est également un C. Ah, Euh, Clairement un C. Disons pour l'ensemble de l'œuvre, c'est de la façon aussi que l'écurie gère tout ça, hein. C'est vraiment l'écurie, on va dire, qui est on dirait la plus au centre du roman Savon F1, là, avec, comme tu parles, tous les départs, tout ça. La voiture est pas à la hauteur de ce qu'on aurait pu s'attendre aussi avec les améliorations qu'on avait en fin de saison l'année dernière. Hein, Alpine avait comme repris un mhm. peu du poil de la bête. Donc, pour ces raisons-là, j'ai exactement la même note de C. Par contre, comme tu dis, ben,
20 points, hein? Mais, on en a discuté, comme tu dis, récemment, puis on se posait la question, peut-être que Kevin va pouvoir nous répondre, c'est qu'avant, lorsqu'une écurie pouvait compter un point dans la saison, faisait un point au minimum, ses dépenses de transport étaient payées. Là, je ne sais plus du tout si c'est comme ça maintenant, à cette époque-ci. J'entends plus parler de ce bonus-là il y a longtemps, mais il y a beaucoup d'équipes à l'époque qui pouvaient passer des saisons entières à avoir 0 point et à devoir payer ça. Donc, non seulement tu ne fais pas beaucoup de sous, mais tu en dépenses plus que les autres. Donc, pour ce qui est d'Alpine, ben oui, 20 points, c'est bien, mais maintenant, on est rendu à une époque où la F1 est beaucoup plus paritaire de part et d'autre, là, et on va dire l'écart entre les écuries est vraiment rétréci là, par rapport aux autres années, là. Et là, on parle d'il y a longtemps, là. Donc, mais Alpine, quand même, là, pour l'ensemble de l'œuvre, pas très impressionnant cette année. Donc, oui, il se mérite la note de C là, dans mon bulletin. J'ai une réponse à ta question en passant, parce que Ah, ben c'est bien. ben oui, parce qu'on en avait parlé, puis c'est même mon père qu'on va remercier, parce que c'est lui qui a Ah! fait un suivi sur le dossier. Il a dit, mon père Claude Simon, Simon avec un C, Salut, Claude. il a fait le suivi de dossier. Il a dit, toi, François, là, vous avez parlé des transports en F1. Est-ce que c'est vrai, ça? Que finalement, j'ai dit, François a fait référence à quelque chose qui a probablement déjà existé. Comme Mhm. quoi que des écuries n'étaient pas officiellement dans le championnat. Maintenant, je pense que les bourses sont tellement grosses à la fin de la saison que les écuries doivent débourser pour le transport, que ça va des ordinateurs aux voitures, aux pièces, aux murs des puits qui ont besoin d'utiliser. Donc, dans le fond, ce qu'on met là, de côté pour les diviser, là, les paddocks ou ces choses-là, quand c'est pas déjà installé. Donc, tout ça, Mhm. là, c'est tous des transports qui sont aux frais des écuries, mais qui ne sont pas comptabilisés, bien sûr, dans le plafond budgétaire, là. Ah, c'est ma question aussi, tu sais, Ouais. parce que tous ces frais de fret, là, Ouais. c'est le mot, là, je me suis toujours posé la question, parce que ça doit être exorbitant en même temps s'il faut que tu dépenses là-dessus, puis que ça compte dans ton budget, performance, on va dire, ben c'est quand même beaucoup. Le, J'imagine plusieurs millions par année. Le plafond budgétaire, on fera une parenthèse. Je vais mettre, j'ai beaucoup de notes là, pour les prochains épisodes. On en parlera un peu parce qu'il y a beaucoup de questions par rapport à ça. La seule chose qui sont contrôlées, là, c'est quand que tu peux donner des avantages sociaux là, qu'on connaît ici. Si, admettons, tu commences à offrir des steaks, des filets mignons à tous tes employés, un peu comme Red Bull faisait, ben Ouais. ça, dans ce temps-là, on comptabilise ça dans le plafond budgétaire parce qu'on dit, ah, c'est une façon d'attirer des gens, de donner un bonus qui est pas un salaire. Donc ça, on comptabilise ces choses-là. Ou admettons qu'on déciderait du côté d'une écurie de dire, ah, vous allez tous voyager en première classe, qui est vraiment pas le cas là, pour les mécaniciens, là, ou même les ingénieurs voyagent souvent avec, comme vous et moi, là, avec des avions sur une ligne, puis on essaie de se trouver des vols à qui mieux mieux avec des escales puis des choses comme ça. Donc tout ça, là, il y en a qui ont des vols privés, mais en tout cas, je vais pas trop m'étirer là-dessus, là, moi, quand Ouais. je pars, là, mais ça sera quelque chose qu'on pourrait faire. François, très bonne note. Moi, je pense que c'est ce que j'ai donné, puis pour moi, c'est le fun, c'est Simon avec un C. Mais Mhm. Kevin, de ton côté, toi, Alpine, ils ont eu une meilleure note? Est-ce que tu as été plus clément avec eux autres? Parce que normalement, toi, je sais que tu es un gars très sévère. Je vais rester dans la même veine que vous avec un C. On fera pas changement, on ne s'assignera pas là-dessus. Non. Comme François a dit, l'année passée, on avait eu une belle progression en fin de saison, notamment du côté de Gasly. On avait eu des belles améliorations, ça avait bien été. Et surtout aussi, j'avais remarqué, messieurs, dans les essais hivernaux, Alpine semblait quand même pas trop mal. C'est sûr, il ne faut pas se fier uniquement là-dessus, sur ces essais-là, mais on s'est dit, bon, ben, peut-être qu'on pourrait avoir quelque chose de potable cette saison avec Alpine. Et malheureusement, ben, force est de constater que non. Pour le moment, c'est plutôt difficile. Pour un pilote, ça va quand même bien. Il réussit quand même à extraire le plus qu'il peut de cette voiture-là. On va y venir dans quelques instants. Pour l'autre, c'est pas mal plus compliqué. Donc, pour ce qui est de Alpine, comme tout ce que vous avez mentionné, j'y vais avec la note de C. Je vais te demander aussi ta note pour les pilotes. On va enchaîner tout de suite avec ça. C'est toi Mhm. qui va ouvrir le dossier là-dessus. Note pour Pierre Gasly et Franco Colapinto. Je n'ai pas envie de noter nécessairement Jack Doohan, il n'est plus là. On l'a fait la même chose Mhm. l'année passée. Quand tu te fais remercier, pourquoi qu'on te donnerait une note? Clairement, tu remplissais pas les cases pour rester en F1. Donc, on va y aller avec ceux qui sont là présentement. Il y en a peut-être un qui sera plus là bientôt, là. Franco Colapinto, qui est vraiment que si on est capable de trouver d'autres options, c'est pas lui qui va recommencer après la pause. Mais vas-y, tiens, les notes que tu donnes aux pilotes de l'écurie alpine. Donc, pour les pilotes, Martin, je donne un
A- à Pierre Gasly qui fait un super travail cette saison, vraiment très impressionnant. C'est grâce à lui hein, qu'Alpine a tous les points là, cette saison. Donc, bravo à Pierre. Et pour Franco Colapinto, comme tu aimes si bien le prononcer, ben, je vais être sévère et c'est rien de moins qu'un c'est moins. Oui, ouais, je pense que je vais aller dans la même veine que toi quand ça va être à mon tour. François Goulet, toi, tu as donné quoi au pilote, Alpine? Je suis pas très loin de Kevin. Pour Colapinto, ben, je lui ai donné un C. Hum? Tout court. Je suis pas allé dans le C- pour personne. Pour Colapinto, probablement à cause. Je pense à la pression qu'il a sur les épaules, qui est supérieure à celle qu'il avait chez Williams. Donc, c'est peut-être la raison pour laquelle j'ai pas été hyper sévère avec lui. Mais c'est quand même un C parce qu'il ne démontre pas des moments de brillance comme il a pu le faire là, pour Williams là, dans son bref passage. Et j'avais également un A- pour Gasly. Donc, je suis un peu content de voir que moi et Kevin, on est sur la même longueur d'onde là-dessus. Ça montre que je suis pas trop dans le champ, là, on dirait, dans mes notes. Fait que Pierre Gasly performe bien. C'est le seul qui ramène des points à l'équipe. On aurait pu donner une meilleure note s'il en avait fait plus souvent. Mais écoute, à moi, je pense que c'est raisonnable là, pour Pierre Gasly là, avec les résultats que je vois là, sur ma grille. La seule raison pourquoi il y a un moins, c'est parce qu'il est en train de te faire perdre une gageure. C'est pour ça, hein? Ah oui, ben là, ça, je voulais pas l'évoquer. Là, je regarde au con. Ah ben oui, ben c'est ça. Fait que, mais écoute, c'est de bonne guerre, hein. Il fallait que j'en Ouais. prenne un. Puis la saison n'est pas finie, mon cher. Alors, vengeance arrivera sous peu. Ah, il reste 10 Grands Prix, puis ça va donner un peu de piquant. C'est sûr que toi, tu vas Mm. regarder ça avec attention, cette bagarre française-là. Ouais. Écoute, pas de chicane, on va passer vite sur Alpine parce que moi, Franco Colapinto, j'y vais avec C-, la même note que Kevin a donné. Kevin, depuis qu'on fait les bilans ici ou F1 Podcast, on se parle jamais avant, on montre pas ce qu'on a, puis d'après moi, on mettrait nos papiers un à côté de l'autre, puis normalement, ça se ressemble. Peut-être que ça va changer, C'est mais vrai que vous avez souvent les mêmes oui, choses. mais on part dans la même, sur la même note. C'est moins. La raison pourquoi je donne un C- à Franco Colapinto, c'est pas parce que j'aime pas son nom, c'est parce que je trouve que l'amélioration est pas là. Oui, il y a une pression peut-être qui est là. Oui, il amène des commanditaires pour ces choses-là. Ce que j'aime pas, c'est le manque de jugement. Je me rappelle d'une Mm. sortie de piste notamment là, à un moment où il était déjà qualifié, il passait déjà à la Q2, il arrive dans une dernière tentative, c'est correct de tout donner, mais à un moment donné, il faut que tu comprennes dans quelle situation tu te trouves, puis finalement, il s'en va complètement démolir sa voiture. De mémoire, c'était à Imola, vous me corrigerez si je me Mhm. trompe, mais Ouais. normalement, c'était là. Je trouve que ça, c'était complètement inutile, puis c'était à son retour aussi. C'est le moment où il revient, puis il montre à tout le monde que j'ai absolument rien compris de mes défauts de la saison dernière, comme à Vegas, où il avait perdu le contrôle dans des raisons complètement absurdes. Donc, pour moi, ça, c'est un problème. Puis là, maintenant, là, c'est rendu qu'il a tout perdu parce que c'était un pilote qui était quand même relativement rapide. Mais là, on dirait qu'avec la perte de confiance, là, il veut plus faire nécessairement d'accident. Donc, il est plus rapide, il est dangereux. Puis en plus, il est pas très vite, tu sais, il est pas fiable. Fait que là, Mm. pour moi, je me dis, je peux pas donner plus. Donc, c'est C- pour ça. Et Pierre Gasly, je lui aurais donné un A. Mais la performance qu'il y a eu, la dernière performance, il m'a laissé un petit goût amer en Hongrie, fini derrière Colapinto, justement, le seul petit élément positif que Colapinto a eu depuis longtemps. Puis finalement, il a tout gâché ça avec ses essais Pirelli. Donc, les mêmes notes, là, identiques à ce que Kevin a donné, puis pratiquement identique à ce que toi de ton côté. Côté statistique, pour les gens qui se posent des questions, c'est 6-2 Pierre Gasly contre Colapinto en qualification. C'était 5-1 contre Doohan, même si on a dit qu'on le laissait là, mais quand même, cette statistique-là montre que Gasly est vraiment en train de laver le plancher avec ses coéquipiers qu'on lui met. Et après ça, côté Grand Prix, c'est 5-3 Gasly contre Colapinto, un peu plus serré. Ça, c'est surprenant quand on regarde ça. C'est pas l'idée qu'on a nécessairement. Et c'était 4-1 contre Doohan. L'entièreté des points de Pierre Gasly de l'écurie Alpine ont été accumulés par lui, donc c'est 20 points contre 0 pour n'importe quel coéquipier qu'il a eu. Il est présentement 14e au classement contre 20e pour Colapinto. Maintenant, la prochaine écurie, c'est l'écurie américaine, l'écurie Haas. L'écurie Haas qui, pour moi, c'est très dur de les évaluer dans le sens que d'un certain moment, on a l'impression qu'ils sont bons. Puis de l'autre côté, après ça, on a l'impression qu'ils sont pires qu'ils ont été depuis certaines années. Donc pour moi, je vais y aller avec un C. Je vais y aller avec la même note que je donne à Alpine. On a accumulé 35 points, oui. Il y a des moments où j'ai l'impression qu'on est, comme je dis, qu'on est bon. On a corrigé nos lacunes en qualification, mais en course, vous le savez, là, pour le nombre de fois qu'on a fait des podcasts ensemble, moi, une chose qui me dérange, c'est lorsqu'on comprend pas notre voiture. Ça, c'est quelque chose qui me dérange beaucoup et c'est l'impression que j'ai présentement du côté de l'écurie américaine. Ton côté, François Goulet, c'est quoi la note que tu as donnée à l'écurie As?
J'ai donné un B, moi, à Az, Ah, quand même. parce que tu sais, j'essaie, en tout cas, c'est difficile, hein, comme on dit, ces fameuses notes-là, Oui, oui. mais réussissent quand même à donner une voiture qui montre des points de performance ici et là. Donc, c'est pour cette raison-là que je suis pas allé là, dans le fond du spectre avec eux. Sont moyens, sont moyens bas, mais avec un B. Tu sais, je regarde un peu les performances qu'Ocon est capable de faire avec la voiture. Et puis, c'est ce qui m'a poussé à leur donner cette note-là. Mais c'est pas mauvais. Ça dépend des critères de tout le Ouais, monde. ouais, C'est ouais. ça. Toi, tu as évalué d'une autre façon. Moi, j'ai en tête les capots moteurs qui volent au vent, puis ces affaires-là en début de Mhm. saison. Ben, Des des fois, fois. j'en oublie des choses comme ça aussi. Hein. Je veux Oui. dire, on essaie de penser à tous les faits de course ou tout ce qui s'est passé Ouais. dans les essais. Et c'est sûr qu'on en oublie. Puis tu fais, ah, j'ai oublié ça. Ah, j'aurais peut-être mis un moins de plus Ouais. rendu là. Non, mais Donc, peut-être que. Puis en même temps, je dis pas que t'as tort, parce que pourquoi j'évaluerais les essais quand on évalue la saison? C'est juste que des fois, il y a des choses qui nous marquent plus que d'autres, de dire mhm. on arrive au début de la saison, c'est le temps de donner le départ, là, puis on a des morceaux comme ça qui volent au vent. Et c'est un peu comme la saison dernière où ce qu'on arrive, puis on dit ben ça, c'est pas notre voiture, c'est encore parce qu'elle était pas prête pour le début de la saison. Mais t'as fait quoi pendant l'été? Tu sais? Puis Mm. la saison d'avant, tu t'es nulle part, tu commences déjà à construire ta saison prochaine, t'arrives, t'es pas prêt, des choses comme ça qui me dérangent. Mais je pense qu'il y a un facteur cette année qu'il faut garder en considération. Il y a des écuries, ça les intéresse pas vraiment d'être bons. Ils veulent pas Ouais, avoir c'est vrai. la pénalité. Je me demande même si c'est pas pour ça qu'Alpine garde un pilote plus jeune, un peu pour justement être sûr que, gars, toi, tu ramasses 0 point. Fais juste pas détruire la voiture. Pour l'instant, c'est un problème. Mais tu Mhm. ramasses 0 point. Puis en même temps, t'es comme notre ancre qui nous coule un peu, là, un ancre qui nous emmène vers, Ouais, qui nous empêche d'aller trop loin, disons, là, pour être sûr qu'on ait un bon choix au repêchage l'année ouais, passée, ou l'année prochaine, ou le bon terme, tanky dans le ouais. sport. De ton côté, Kevin, quelle note as-tu donné à l'écurie Az? Parce que toi, je le dis encore, t'es un gars sévère. Ah, c'est un C+, Ah, quand même. différent de vous trois, mais on va Oui. rester dans la même veine, Martin, avec un C. Comme tu as mentionné, des fois, il y a des belles pointes de performance. Parfois, on réussit bien à saisir l'opportunité, comme on dit souvent, mais parfois, on est carrément dans le champ. On est carrément pas là. Mhm. On manque de performance. Comme on a vu, admettons, en Chine, Ocon avait très bien fait. Ça a été super. En Belgique, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, on avait une belle performance en sprint. Là. Ça avait très bien été pour les pilotes Haas. Mais parfois, on a de la misère à sortir de la Q1. Donc, pour ça, c'est ça qui me fait pencher du balancier. Et aussi que c'est très serré, hein, Martin, dans le milieu de tableau et tout. Oui. Donc, il faut vraiment bien performer et ce, à tous les week-ends. Et malheureusement, c'est pas le cas de l'écurie Haas. Donc, c'est pour ça que je mets la note de C+. Tu fais bien de le mentionner que c'est très près parce que on l'a vu avec Aston Martin. Une bonne performance peut, je ne vais pas dire sauver ta saison parce que on, on a quand même une bonne mémoire. On va se souvenir de ce qui s'est rappelé, de ce qui s'est passé, mais je veux dire, c'est vrai que ça peut changer très, très vite, là. À 35 points, on n'est pas si loin que ça. Mais c'est ça. Du côté des pilotes, t'es allé comment, toi, de ton bord? Si on va avec le vétéran Esteban Ocon et la recrue Oliver Berman. Ben, pour Esteban Ocon, j'ai donné un B. Ocon qui fait très bien depuis le début de la saison. Il y a des petits points décevants, je te dirais, notamment en qualification, où c'est pas facile face à Berman, un pilote recru. Ocon qui est quand même dixième, il faut le mentionner, quand même Oui. dixième au championnat des pilotes. Donc ça, c'est très bon et c'est lui qui traîne Haas sur ses épaules. Donc bravo à Ocon pour ça. Donc, un B pour le pilote français. Et pour Berman, je te dirais, j'avais peut-être des attentes un peu plus élevées pour Oliver Berman. Donc, j'ai donné la note de C+. Encore jeune, oui. Va encore apprendre, c'est sûr. Mais peut-être j'avais des attentes peut-être un petit peu plus élevées parce qu'il a démontré des belles choses l'année passée, Berman, là, dans son passage chez Haas en 2024. Là, c'est un petit peu plus difficile. Donc, un C+, pour le pilote Berman. De ton côté, François Goulet. Je vais commencer par Bearman. Moi, je lui ai donné un B-. C'est plus B-, on est très près l'un de l'autre. Pareil que Kevin là-dessus, je m'attendais un petit peu plus d'Oliver Bearman à cet égard-là. Donc, mais on voit que
sais, il frise des fois les points là, dans 4 Grands Prix consécutifs, fini 11e. Donc, il est juste sur le bord d'en faire. En a marqué sinon 3 fois dans la saison. Bon, 2 courses qui n'ont pas terminé. On avait un petit peu plus d'espoir pour Oliver Berman, mais encore une fois, recrue dans une voiture moins permissive que la Ferrari qu'il a déjà essayé à l'époque où on l'avait vu faire un petit moment de brillance là, à Jeddah. Donc, note de B- là, pour Oliver Bearman. Puis je m'attends à ce qu'il s'améliore là, avec la fin de saison et l'an prochain. Pour ce qui est de notre ami Esteban Ocon, je lui ai donné B+, dans son cas. Montre de belles choses, a marqué des points, quand même 5 Grands Prix. Puis c'est pas non, il n'y a pas eu de. L'affaire avec Ocon, c'est que il n'y a pas eu de période meilleure que d'autres. Hein. Il y a des bonnes performances, il y en a des moins bonnes. J'ai l'impression aussi que c'est pas nécessairement toujours de sa faute à lui. Il peut y avoir des stratégies là-dedans, des fois qui ont moins joué et des faits de course qui font en sorte qu'il n'a pas réussi à aller compter beaucoup de points. Mais n'empêche que 27 points pour une As en ce moment, comme tu dis, en 10e position, c'est très bien. C'est 7 points de plus que Pierre Gasly. Donc, c'est rattrapable pour une certaine gageure qui pourrait éventuellement arriver. Mais B+, pour Esteban Ocon là, à ce stade-ci de la saison. Content de voir que tu n'as aucune rancune envers Esteban Ocon, qui va sûrement te faire coûter un spiritueux, hein, c'est ça, pour une Un œuvre apéro caritative. du choix, mais en espérant que ce soit pas un verre de Dom Pérignon, là, mais bon, on verra rendu là. Ouais, c'est ça. C'est toi là que tu donnes des idées, peut-être ça va être ça. Mais moi, je suis un peu à l'envers de vous. Ben, pas à l'envers totalement, mais moi, je donne la même note aux deux. Je donne B aux deux pilotes. Que ce soit du côté de Ocon, que ce soit du côté de Barbade. Je pense que faut les évaluer de façon différente, puisque Ocon est un vétéran. J'ai même failli lui donner un B-. C'est quand j'ai commencé à analyser les statistiques, je me suis dit, ben, c'est quand même pas si pire. Il est 8-6 en qualification. Oui, il est contre une recrue. Il est 9-5 en Grand Prix. Encore là, c'est sûr. Mais tu regardes les points, c'est quand même 27 points. C'est pas mauvais dans une écurie comme Az que si je lui donne, faut que je sois conséquent, si je donne C à l'écurie, puis qu'un pilote est quand même capable de faire 27 points, il est capable de tirer son épingle du jeu. Il y a un manque de constance, par exemple, que je trouve pour un vétéran comme Ocon. Est-ce que il va nous sortir la carte que les vétérans sortent des fois? C'est parce que moi, je fais des essais pour essayer de faire progresser la voiture. Ça arrive. Il y en a qui font ça dans certains cas. Il y a eu des moments comme à Monaco ou des moments comme ça où ce qu'on fait comme hey, c'est tout un pilote Esteban Ocon qui est capable de sortir un lapin de son chapeau à quelques reprises, puis à d'autres moments complètement à l'arrière, puis on se demande ce qui se passe. Du côté de Berman, oui, c'est un jeune pilote. Oui, peut-être qu'on avait des attentes très hautes. Moi, je le mettais probablement, possiblement la recrue de l'année. Sauf que, qu'est-ce qu'on veut d'un jeune? On veut qu'il établisse une certaine constance. On veut qu'il tire le meilleur de sa voiture. Ça, c'est ce qu'on demande à tous les pilotes. 4 fois en 11e position, comme tu nommais, François, pour moi, c'est une forme de constance. C'est aussi une forme de dire, la voiture, là, je vais au maximum qu'elle peut me donner, puis je la porte à la porte des points. Donc, à vous, écurie, à vous, ingénieur, de m'en donner un peu plus pour que je sois capable de vous en donner plus. Moi, pour moi, je me dis, c'est quand même encourageant pour les gens qui travaillent sur leurs ordinateurs ou qui travaillent sur le développement de dire, on n'est pas si loin que ça pour rentrer en Q3. Il manque juste qu'on lui fournisse les outils nécessaires et pourrait nous amener là ou pourrait nous faire marquer des points dans les courses. Donc, je trouve qu'il garde une note positive pour les Curiases. Donc, c'est pour ça que je lui donne un B parce qu'à son âge, c'est pas facile nécessairement d'être une bougie d'allumage là, pour une écurie comme ça. Donc, pour moi, j'y vais de ce côté-là. Le côté négatif, pour lui, qui a sûrement coûté des points, c'est que s'il était moins daltonien puis était capable de trouver les drapeaux rouges sur un circuit, il aurait vraiment eu des meilleurs résultats au cours de l'année parce que ça lui est arrivé 2 fois là, d'avoir 10 places de pénalité sur la grille. Ça aide pas là, dans une saison d'F1, surtout pas à ta saison recrue. 20 places au total qu'il a perdu là, sur une grille. Donc, il y aurait eu des résultats nettement supérieurs à ça. On leur aurait peut-être donné une meilleure note s'il n'avait pas fait ces erreurs-là, mais quand même, ça lui revient. Il aurait dû mieux faire, il aurait dû mieux savoir parce que le drapeau rouge, là, corrigez-moi si je me trompe, c'est pas mal universel dans toutes les séries, là. C'est pas une recrue, c'est pas la première fois que tu arrives puis il a dit ah moi un drapeau rouge, j'ai jamais vu ça avant. C'est pas mal de même partout. Ouais, Euh, ça, c'était un épisode que ça a pas donné beaucoup de lustre cette année là, quand il a fait cet accident-là. il l'a fait 2 fois en plus. C'est ça l'affaire. C'est 2 fois un drapeau rouge. C'est déjà une fois, on voit pas ça souvent, mais 2 fois, là. En plus, avec son accident d'un puits. En tout cas, c'est ça. Fait que c'est pour ça que je peux pas aller plus loin que B, mais quand même, je trouve qu'il y a du positif quand même à tirer ça. Donc B pour Berman. Racing Bulls, qui est franchement, 45 points, des moments où on a très bien commencé la saison. Moi, je trouve qu'on a fait une super voiture. Kevin a déjà apporté le point que les créateurs de la voiture Racing Bull devraient
possiblement, ben, doivent méritent énormément de respect pour ce qu'ils font. Et moi, j'avais apporté que Red Bull devrait franchement commencer à regarder de leur côté parce que on réussit à faire des choses que semblent être les maux de tête qu'on a du côté de la grosse écurie. Donc, sans manquer de respect à Pierre Vacher, je pense qu'il fait un bon travail dans les circonstances, mais peut-être que des fois, s'entourer d'autres personnes qui ont peut-être des solutions aux problèmes que lui n'en trouve pas, ça pourrait être une bonne raison. Donc, on fait une belle voiture du côté de l'ingénierie, on a une belle conception, on donne une voiture à nos pilotes, on donne aussi la chance à nos pilotes de se développer, ce qui est le but premier de cette écurie-là. Donc, j'ai envie de leur donner un A- à l'écurie Racing Bulls pour ce qu'ils ont fait. Ils ont une voiture qui est bien née et ils permettent à des pilotes de bâtir une certaine confiance et de se développer. Donc, pour moi, c'est mission accomplie de leur côté. Donc, je leur donne un A-. Ton côté, François? J'ai B+ pour Racing Bulls, donc on n'est pas loin l'un l'autre, hein, évidemment. Mhm. Pour des bonnes raisons. Oui, la voiture, on l'a évoqué dans certains programmes du podcast, que c'est une voiture qui est bien née, c'est une voiture qui semble être agréable à conduire, que la fenêtre de performance est quand même vaste, donc les pilotes avec leurs différents styles de pilotage, pardon, sont capables de l'amener à un certain niveau, hein, pour faire des cœurs incorporés là-dedans. Et puis, c'est ça, donc B+, hein, parce que on s'attend des fois à ce que... J'aimerais les voir percer un peu plus, puis qu'ils s'amènent un peu dans la discussion des écuries d'avant de grille, hein. On va dire, c'est comme pour moi un peu c'est une écurie de milieu de grille, mais j'ai comme l'impression que Racing Bulls pourrait faire encore un petit peu plus, puis commencer à s'inviter dans la discussion des écuries d'avant-grille. Oui, puis c'est un bon point. Puis moi, tu sais, je leur ai donné A-, puis j'aurais très bien pu aller avec toi avec un B+ aussi, parce que le côté stratégie m'a toujours dérangé. Je trouve qu'on n'a pas des très bonnes stratégies, mais on l'a amélioré. Dans les dernières courses, là, si on avait fait ça probablement peut-être à la 12e ou à la 11e course de la saison, peut-être que j'aurais été vers le B+, mais je trouve qu'on commence à s'améliorer au volet, au niveau stratégique. On prend des meilleures décisions en piste à certains moments, pas toujours, on n'est pas parfait, mais pour ça, c'est pour ça que je suis allé vers cette note-là, mais on voit encore qu'on n'est pas très, très loin. Ton côté, Kevin, toi, tu mets quoi pour l'écurie Racing Bulls? Pour Racing Bulls, moi, c'est un B+ également, comme vous avez mentionné, une écurie qui peut faire un peu plus au niveau stratégique. Il y a de l'amélioration, certes, oui. Voiture agréable à piloter, simple à piloter, surtout pour deux jeunes pilotes aussi. Ça, c'est très important de ne pas avoir une voiture qui est trop complexe, qui présente des lacunes et qui est difficile à conduire. Donc, ça, c'est bon signe pour les deux pilotes, Adjar et Lawson. Donc, voilà, Racing Bulls, pour tout ce que vous avez nommé, je vais rester dans la même veine. Donc, un B+ pour Racing Bulls. Tu nommes Adjar et Lawson. Quelle note as-tu donné au pilote de l'écurie de la petite sœur de Red Bull? Pour Isaac Adjar, ben, écoutez, c'est un très bon début de saison. Moi, j'y vais avec un A- parce que Adjar réussit vraiment à faire de très belles choses. Je pense que tout le monde a été surpris de son niveau de performance d'entrée de jeu. C'est vraiment un très bon jeune pilote, très talentueux, qui s'est très bien intégré à la Formule 1. On ne le surnomme pas le petit Prost pour rien, hein. C'est vraiment une belle facilité d'adaptation et tout. Donc, bravo à Isaac Hadjar pour son début de saison. Pour Lawson, je lui ai donné rien de moins qu'un A+++. Non, c'est pas vrai. J'ai redonné. Je le Non, sais que non, tu l'aimes, mais je te non, pour dire là, on n'est pas d'accord. Là. non, 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 non. Puis en plus, Non, pas du tout. Non, j'ai non, vu que non, pas du tout. j'ai vu que tu as reçu une tasse de Lawson. Là, j'étais pour te demander qu'est-ce que tu mets dans cette tasse-là pour prendre des décisions comme ça. Un bon café chaud. Mais pour Liam Lawson, c'est un B-. Dans le fond, le début de saison, ça a pas été idéal. On s'entend, là, chez Red Bull, ça a été catastrophique et tout. Il y a eu des petits moments, des petits incidents euh, par la suite qui ont, notamment à Miami avec Alonso, des fois, une petite crampe au cerveau, parfois un mauvais positionnement, que ça n'a pas aidé. Par contre, pour la suite, dernièrement, là, je trouve qu'il y a une belle amélioration. Il retrouve de la confiance, des très bonnes stratégies, très bons pilotes pour ménager les pneus. Ça, c'est très, très important pour un pilote dans ce jeune âge-là, autant dans des conditions de course précaires, sous la pluie, piste détrempée, piste sèche, des longs relais. Lawson prouve qu'il a sa place en Formule 1. Il fait bien ça. Donc, pour balancer le tout, je donne un B- à Liam Lawson. De ton côté, François? J'ai Liam Lawson avec un B.
Donc, pas très loin encore une fois de Kevin. Liam Lawson, évidemment, on le sait, un début de saison plus houleux un peu. Surtout ce transfert-là, ça a dû quand même l'affecter beaucoup, mais c'est comme ça a été évoqué, il se reprend bien en ce moment. Donc, depuis Monaco, là, qui commence à avoir des résultats dans les points vraiment sur le bord des points. Donc, oui, Lawson est en train justement de reprendre cette confiance-là, est en train de prouver qu'il a sa place en F1 parce que on le crucifiait un peu en début de saison, même s'il a perdu Mhm. sa place chez Red Bull, c'était pas comme OK, ben, il va revenir chez Racing Bull, puis on sait qu'il est capable de bonnes performances parce qu'on l'a vu dans les autres années, mais on n'avait pas du tout l'image de ça à ce moment-là. Là, Lawson est en train de revenir, le Lawson qu'on est habitué de voir, qu'on a vu l'année dernière là, lorsqu'il était en remplacement. Donc, un B bien pesé là, pour Liam Lawson. En ce qui concerne son coéquipier, Isaac Hadjar, bien, Isaac Hadjar, je l'avais dit en début de saison, avait ce banc-là, et c'est pas moi qui disais ça, là, c'est bien ce que j'entendais là, et ce que je pouvais lire dans les articles. C'était un peu par défaut, hein, par manque d'options un peu, qu'on avait mis Isaac Hadjar là. Bien qu'il ait performé en F2, on s'attendait pas à ce que Hadjar soit aussi performant, et il a surpris tout le monde. C'est sûr que le premier Grand Prix, ça a été une petite tâche qui a été rapidement oubliée avec les résultats qu'il a mis. Donc, pour ce qui est de Isaac Hadjar, moi, je lui ai donné un A-, tout simplement parce que, écoute, il performe bien, sauf que depuis quelques courses, c'est un peu l'inverse de Liam Lawson. Hadjar a bien commencé la saison. Depuis 5 courses, là, ça va un peu moins bien. Là. On est habitué de le voir dans les points. Là, ça fait quelques courses qu'il n'a pas marqué, mais je ne perds pas espoir pour lui. Puis, il a vraiment prouvé là, qu'il avait sa place là, comme bon pilote de Grand Prix. Donc, à date, Racing Bulls, là, cette année, là, on pensait qu'il y aurait peut-être des pilotes qui pourraient s'en aller l'année prochaine. On pensait peut-être que Lawson perdrait son siège vu qu'Adjar performe bien puis avec tout ce qui se passe. Mais là, en ce moment, les deux là, ont l'air très solides dans ces sièges-là. Fait qu'on va bien voir là, s'il y en a un qui va être promu l'année prochaine pour Lindblad ou si ça va rester statu quo. Bon, ben de mon côté, je vais pas mal dans le même sens. Les notes sont peut-être un peu différentes. Je vais y aller avec Adjar, le franco-algérien, pour moi, c'est tout à son honneur de savoir relever du début de saison ou du premier Grand Prix en carrière en Formule 1. On a tous imaginé hein, devenir pilote à un certain moment. J'imagine Mm. François, de ton côté, qui a vu de la même chose. Puis notre image d'un premier Grand Prix, c'est jamais celle que Isaac Adjar a eue. Fait que je vais pas parler à sa place, mais j'imagine que il n'avait pas en tête de dire ah moi la première fois que je vais piloter une F1 je vais perdre le contrôle sous la voiture de sécurité dans un tour de formation. Personne qui rêve de ça. Là. Donc c'est sûr que de se relever de ça, il avait l'air complètement détruit. En Oh, oui. plus, Dr Marco avait été pour le consoler à sa manière en disant c'est embarrassant de le voir pleurer. En tout cas, tu vois que c'était pas facile heureusement que Anthony Hamilton, le père de Lewis, était là. Mais on dirait que le fait d'avoir la mémoire courte, c'est une des meilleures qualités que les athlètes peuvent avoir. Et c'est ce Mhm. qu'il a, Adjar. Il l'a oublié très, très vite. C'est un gars qui apprend vite aussi, qu'on entend des différents ingénieurs qui entourent Racing Bulls ou même du Dr. Marco ou des gens de plus haut placés dans Red Bull aussi qui le regardent, qui l'observent parce on a besoin d'un nouveau pilote bientôt chez Red Bull aussi. Ça se répète, cette histoire-là. Euh, la seule raison pourquoi j'y vais pour un B+, et non pour les notes de A, c'est les derniers Grands Prix. Même si oui, il y a eu des problèmes techniques. Après ça, il y a eu l'accident avec Antonelli dans la pluie. C'était pas de sa faute non plus. Tu sais, il y a des circonstances de course qui font ça. Mais je pense que c'est quand même à un moment donné, le métier commence à rattraper. On traverse des moments plus difficiles dans une saison où même les vétérans ont un certain creux de vague. C'est des longues saisons maintenant en F1. Et tant que tu ne l'as pas fait, on peut bien dire, ah, tu vas te préparer avec un préparateur physique, un nutritionniste, puis tout ça, mais tant que ton corps l'a pas vécu, tu sais pas à quoi t'attendre. Tu peux bien te préparer. Déjà là, pendant la moitié de saison, il va commencer à s'entraîner en connaissance de cause de ce qu'il y a de besoin. Je me rappelle notamment Carlos Sainz, il y a une couple d'années, qui est revenu dans la deuxième moitié de saison, gonflé à bloc parce qu'il a fait énormément de préparation physique, il avait le temps. Parce que sont toujours en récupération, les pilotes. C'est comme ça que ça fonctionne. Après un Mhm. Grand Prix, et oui, même si tu as 2 semaines de pause, 3 semaines de pause, le temps de récupérer de ce que tu as vécu, tu n'as pas le temps de rebâtir une certaine force physique ou ces choses-là. Donc, on est toujours en récupération plutôt que construire quelque chose. Et là, on va avoir un peu de temps là, durant cette période-là. Mais c'est pour ça que je suis pas capable d'aller plus haut. J'y vais avec le B+, pour Isaac Hadjar, mais François a mis le doigt là-dessus. C'est tout
il surprend parce que oui, c'est quasiment un champion d'F2. Là. Les circonstances ont fait Mhm. qu'il n'a pas pu l'être, là, n'a pas pu se faire justice dans sa dernière course en Formule 2. Donc, mais à ce côté-là, quand même, il est très, très bon depuis le début de la saison. Donc, j'y vais avec un B+. Lawson a été privé d'essai à bord de la Racing Bulls. Il arrive exactement dans le temps où ce qu'il devrait se mettre en marche. Il y en a certains qui diront qu'il était plus que temps, il y en a d'autres qui diront qu'il était minuit moins une. Je suis plus de cette école de pensée-là, moi, de dire que c'était minuit moins une. Il fallait qu'il se mette en marche et là, il l'a fait. Et ça arrive. Donc, pour moi, du côté de Lawson, je vais quand même me dire qu'il y a eu le moment du style, le moment chez Red Bull, le temps de se mettre en place. Donc, j'y vais pour un B- de son côté. Je pense que c'est la même note que Kevin a donnée aussi. Donc, il y a une tendance qui s'installe déjà, Kevin, à travers les années. Moi, je commence à penser que tu regardes mes feuilles, là, même si tu ne les vois pas. Ouais, c'est possible. Il y a du plagiat, il y a du plagiat qui se fait. Ben, c'est ça. Fait que tout ça pour dire, c'est ce qui complète nos notes pour l'écurie Racing Bulls. Maintenant, qui aurait cru l'année dernière, lorsqu'on faisait notre bilan, qu'on n'aurait pas encore parlé de Stack Sauber rendu à peu Ah, près, Hmm. rendu pas à la moitié de l'épisode, là, parce que c'est un épisode qui est toujours un peu plus long, mais après quand même un bon 30 minutes d'enregistrement qu'on n'a pas encore abordé cette écurie-là. Déjà là, ça va de soi. Toute une amélioration pour Stack Sauber. Vous allez peut-être tomber en votre jet chaise, vous pourrez me dire que je suis dans le champ. Je donne un A. Je donne un A à l'écurie. On part de loin. Oui, on a beaucoup de temps en soufflerie, beaucoup de temps de développement, mais on l'avait dans les saisons précédentes, puis on savait pas quoi faire avec. Fait que c'est bien beau de l'avoir. Faut qu'on lève notre chapeau à Mattia Binotto, que selon moi, il est dans sa chaise, pour prendre l'expression de Martin Saint-Louis, que Kevin aime bien utiliser aussi. On est mhm. quasiment aveugle de la donner à Kevin, cette phrase-là. Donc, Mattia Binotto dans la bonne chaise, qui n'est pas nécessairement un leader d'écurie, mais un gars technique, un gars de développement, un cerveau en Formule 1, a l'air de faire un excellent travail. Puis après ça, tu as Jonathan Whitley qui arrive au 1er avril, puis c'est là que tout a changé. Depuis le 1er avril, on a vu qu'on a pris complètement d'autres. On a pris la vitesse grand V du côté de l'écurie Sauber. Et là, on voit non seulement une constance dans les arrêts au puits, mais une constance dans le développement. Ce qu'on apporte au circuit fonctionne. Et pour moi, ça, c'est ce qui fait le grand bonheur des pilotes. Puis après ça, ben, on ne peut qu'accumuler les bons résultats et surprendre. Puis à un certain moment, on va arrêter de dire qu'ils viennent nous surprendre parce qu'on va s'attendre à ces résultats-là. On est quasiment en train de tourner la page et d'être rendu d'avoir des attentes pour l'écurie Sauber quand on en avait aucune au début de saison. Je parle pour moi, mais j'ai l'impression que vous êtes d'accord avec moi là-dessus. François Goulet, qu'est-ce que tu en penses? Oui, ben en fait, moi j'ai B+ pour Sauber. Très surprenant, une équipe que je qualifiais, ben, une voiture que je qualifiais de boîte à savon en début de saison. Mhm. Ce qui est d'autant plus surprenant, c'est qu'on est à la dernière année de ces règlements-là. Donc, on se serait attendu qu'une équipe, justement, comme Sauber, n'apportent pas nécessairement, n'investissent pas beaucoup dans les améliorations cette année, hein, que fassent comme toutes les autres, des fois, et se dire on va se concentrer sur l'an prochain. Donc, ils réussissent à fournir une voiture à leurs pilotes maintenant qu'on voit en Q3 de temps en temps. Hein, ils s'invitent à Mhm. la discussion de milieu de grille de façon sérieuse. Super travail, sérieusement. Là, ils ont, tu sais, un premier podium de Nico Hülkenberg, là, on y reviendra, mais tu sais, pour réussir ces faits-là, ça prend des gens proactifs. Puis oui, je pense que là, on voit où est-ce qu'on s'en va avec l'écurie Sauber. C'est une écurie qui a déjà connu du succès en F1 là, à un certain niveau, mais on est habitué vraiment de les voir derrière. Et tu avais raison. C'est l'écurie que je me serais attendu en début de saison en, en dernière position et on est en septième en ce moment au championnat et on ne sait pas trop, là, ça se peut. Ils sont à un point d'Aston Martin, donc entre toi et moi, on n'est pas loin de monter encore. Donc félicitations à Sauber, note de B+ de mon côté là, pour l'écurie dans son ensemble. Ah, ben, c'est ça. Puis le fait que, tu sais, je me répète parce que je l'ai déjà dit, mais si je vous avais dit il y a quelques mois, Nico Hülkenberg va aller chercher son premier podium en s'alignant avec l'écurie Stax, Yes! ouais, j'aurais dit Martin, Hmm. là, tu sais, bois de l'eau puis arrête de t'exposer au soleil. J'aurais dit Monza dans des conditions complètement loufoques. Exactement, que ça va prendre un. Puis c'est Hmm. pas ça qui est arrivé. Il a Mhm. pas volé cette position-là. Pas du tout. Il fait un dépassement sur une Ferrari plus souvent qu'autrement. Là, j'ai pas sorti cette statistique-là, mais on voit souvent une Stack Sauber terminer devant Ferrari, qui serait de la science-fiction quand on recule il y a même quelques semaines en arrière. Donc pour moi, bon, tu sais, je vais faire plaisir à Kevin, mais le 1er avril, Jonathan Whitley qui arrive, ça a donné un petit kick à l'écurie.
Vas-y, Kevin. Oh, c'est très bon. C'est très bon. Et c'est à cause de ça que je donne un A à Sauber, Il est moi pas aussi, capable, Martin. il est pas capable de Non, laisser quelqu'un gagner dans les jeux de mots. Non, jamais. non. Là, c'est aux gens de décider, est-ce qu'il faut qu'il en fasse un pire que celui qui a été entendu ou il essaye vraiment d'être meilleur? Tu sais, je pense que Non. des fois, je sais pas s'il essaye d'être bon dans ces jeux de mots ou pas. Tu sais. Ah, c'est l'habitude. On va être habitué comme ça. Mais Sauber, pour moi, Martin, je vais avec un A également. Écoute, c'est vraiment exceptionnel qu'est-ce que cette écurie-là a réussi à faire parce que, écoute, on se rappelle de la risée que cette écurie-là était l'année passée, hein. Hmm. C'était assez épouvantable. Et là, depuis l'Espagne, là, Martin, on a accumulé des points. On a accumulé des points chez Sauber. C'est quand même assez impressionnant quand on regarde tout ça, là. Donc, bravo à l'écurie Sauber qui a réussi à trouver du bon personnel. Souligner aussi un petit peu un monsieur qui est dans l'ombre, mais que ça fait longtemps qu'il est en Formule 1, James Key, qui est Oui, le directeur technique qui fait un super travail. Ça, il faut le mentionner. On l'oublie un petit peu, il passe un peu dans l'ombre, James Key, mais là-dessus, bravo. Bon travail de la part de ce monsieur-là. Donc, c'est pour ça la note de A. James Key, la raison pourquoi que j'ai toujours du mal à le nommer, c'est que c'est le fiasco un peu chez McLaren. Il Mhm. s'est fait montrer la porte dans des circonstances, puis depuis qu'il est plus là, ça va bien chez McLaren. Donc, c'est pour ça que. Mais ça veut pas dire encore là qu'il était responsable de tous les malheurs. Je pense que ça va un peu dans le point que je soulignais tantôt, un point que t'aimes apporter dans la bonne chaise. Peut-être que c'est là. Là, il est dans la bonne chaise du côté de. Il est bien entouré et il Bon fait bien. environnement, ouais. Oui, exactement. Euh, quelque chose, je ne l'ai pas nommé encore, mais ça fait partie dans le même sens que tout ce qu'on dit tout tantôt. 51 points pour l'écurie. C'est une Ouais. écurie, l'année dernière, là, on posait des questions. Est-ce qu'ils vont terminer à 0 points? Est-ce qu'ils vont réussir à faire des points? Mhm. Ils sont à 51 points. On est à la mi-saison. Ça veut dire que avec les évolutions qu'on a, on devrait s'attendre un peu plus que la mi-saison. J'ai de la misère avec ça, mais euh, il reste 10 Grands Prix. On pourrait s'attendre qu'ils pourraient quasiment frôler le 100 points. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est vraiment tout un revirement de situation. Parlant de revirement de situation, je le mentionnais, Hülkenberg qui signe son premier podium. Est-ce que ça a influencé ta note des pilotes, ça, Kevin? Parce que ça fait longtemps qu'on l'attendait. Oui, ben écoute, pour Hülkenberg, j'y vais avec un B+. Mhm. La seule raison pourquoi je n'y ai pas été avec un A, c'est malheureusement en qualification. Oui. On sait pourtant que Hülkenberg, c'est un bon pilote de qualification, tout le monde le sait, mais parfois, c'est un petit peu plus compliqué. On voit souvent des éliminations en Q1, tandis que Bortoleto réussit à passer. Et Bortoleto, c'est un pilote recru. Rien enlevé à Bortoleto, mais quand on voit un Hülkenberg qui connaît la grande majorité des circuits, on se dit, ben, pourquoi il n'a pas réussi à passer? C'est un pilote qui sait être rapide, mais c'est probablement pour ça. Écoute, il réussit quand même à soutirer le meilleur de cette voiture-là. Le nombre de remontées qu'il a réussi à faire, c'est pas peu dire, là. Il fait un travail super important, Nico Hülkenberg, pour cette écurie-là. Donc, juste pour le petit bémol, un petit peu en qualification, j'y vais avec un B+. Il est quand même neuvième au championnat des pilotes, Hülkenberg, là. C'est quand même Mhm. pas rien, là. Donc, bravo à lui. Et pour Bortoleto, ben, j'y vais avec un A-, parce que, écoute, Martin, moi, je vais peut-être changer mon fusil d'épaule, là, mais si ça continue comme ça, Bortoleto pourrait être la recrue de l'année dans mon cas. Ben ça, on va en parler à la fin de l'épisode, hein, parce qu'on va donner Mhm. le titre. Si la Ouais, tendance se maintient, on va se transformer ouais. en Bernard de Rome. Si la tendance se maintient, qui remportera le titre de la recrue de l'année, mais aussi qui pourrait remporter le titre de directeur de l'année, parce qu'on donne ça ici au F1 Podcast. On a beaucoup de respect pour les gens qui peuvent paraître parfois dans l'ombre. Et après ça, on va aussi donner le titre si la tendance se maintient encore là, de Decker incorporé, donc Mhm. écurie au pilote, vous ferez le choix à qui vous voulez le donner, donc qui a emmené son jeu à un autre niveau. Lorsqu'on regarde, oui, Stack Sauber, tu mentionnes les pilotes, c'est des très très bonnes notes que tu leur donnes, ça va dans le même sens que l'écurie. Je suis curieux de voir, toi, François, est-ce que tu vas aussi dans ce même sens-là? Est-ce que tu es satisfait du travail de leur duo de pilotes? Oui, ben en fait, je suis encore une fois là, dans le même spectre un peu. J'ai un A- pour Nico Hülkenberg parce que, ben, fait que Kevin est à B+, là, si je me trompe pas, Mhm. je me rappelle bien. Donc, Nico Hülkenberg apporte cette voiture-là, réussit à la faire performer, surtout depuis qu'elle démontre de la performance, la voiture. Et évidemment, son podium.
Et sa décision, parce que je sais qu'il était très impliqué dans cette décision stratégique-là, là, c'est pas nécessairement l'écurie qui a pris la stratégie, c'est une décision de Hülkenberg d'avoir retardé son arrêt au puits, d'avoir réussi à se créer cette opportunité-là. Un pilote que j'estime beaucoup, j'aimerais ça le voir dans une voiture rapide. Hülkenberg, même s'il est vieillissant, là, la fenêtre d'opportunité qui est en train de se réduire. Je lui ai donné un A- justement parce que c'est extraordinaire, là, je trouve, ce qu'il fait cette année. C'était attendu, ce podium-là. Là, on était vraiment content pour lui. En ce qui concerne Gabriel Bortoleto, ben, étant donné justement qu'il surpasse Hülkenberg contre toute attente, je lui ai donné un A là-dessus. Quand je dis surpasse, eh bien, on dit en qualification, là, comme Kevin le Oui. démontre. Et Gabriel Bortoleto, ben oui, il s'invite à la discussion de la recrue de l'année. Quand on en parlait au début de l'année, on disait, ah, Gabriel Bortoleto, très bon pilote, mais risque pas d'avoir le titre de recrue d'année parce que on le verra jamais se battre à l'avant-scène. Tu sais, il n'y a pas l'équipement pour nous démontrer son talent. Ben là, il est en train de nous montrer son talent. Ça nous a fait, ça a changé la donne, là, toute cette histoire-là. Donc maintenant, on voit que Bortoleto est vraiment en train de lever son jeu d'un cran. La bagarre avec Alonso là, à Spielberg, c'était très bien. Semble pas craquer sous la pression. Il est en train de nous démontrer que c'est peut-être bien justement la meilleure recrue là, à ce stade-ci de la saison. Là, il est vraiment là, en train de s'inviter à la conversation. Donc là, c'est une conversation à deux au début de l'année. Là, maintenant, on a une conversation à trois. Là. Fait qu'un A pour Gabriel Bortoleto, une petite coche au-dessus de Nico Hülkenberg parce qu'on s'attendrait que Hülkenberg, le vétéran, surpasse Bortoleto en termes de performance globale, même s'il a plus de points là, au championnat. C'est spécialement sa troisième place là, qui a créé ça. Mais sinon, je pense qu'ils seraient pas mal égaux, là, ces deux-là. Puis on s'attendrait normalement à ce que Hülkenberg soit supérieur. Donc c'est l'inverse un peu. Bortoleto A et Hülkenberg A moins. C'était ma crainte au début de l'année, moi, que Bortoleto ne puisse pas se faire justice. Ouais, Qu'on exactement. soit obligé, puis c'est rien de méchant ce que je veux dire, mais que les, faut regarder d'un œil plus attentif pour voir ce qu'il fait de Oui, bien, que ça soit trop discret, que ça soit justement notre responsabilité à nous de procéder à des analyses et de faire remarquer peut-être aux yeux du grand public qui consacre pas autant de temps à regarder les courses, à absorber les petits détails, ces choses-là, de montrer toutes les petites choses qu'il fait de bien. Et je le dis, là, il rend notre travail vraiment facile depuis les dernières semaines parce on n'est pas obligé de pointer du doigt, de dire, regardez, il fait bien malgré la voiture, c'est une bonne qualification malgré ça. C'est rendu évident. Il n'y a plus de subtilité dans son travail. C'est il fait bien tout court. Il est même nommé plus souvent qu'autrement pilote du jour, reçoit le titre du pilote des cœurs. Dans pas long, on va arrêter de donner parce que ça sera plus élever son niveau. Ça va être juste être au niveau qu'on connaît. Donc, il fait très, très bien Bortoletto. Je vais dans le même sens que toi pour les notes. Je donne un B+ à Hülkenberg. C'est pas la même note que tu as donnée, mais je donne un A- à Bortoletto. Donc, la même petit écart là, entre les deux. exactement. Vous avez fait les deux la même chose. Là. On est une petite C'est coche au-dessus. ça. J'y vais de ce côté-là. Bortoletto, la raison pourquoi je donne pas le A, c'est juste pour son début de saison. Puis ça, c'est normal. C'est une recrue. Il devait apprendre, devait aussi essayer de comprendre une voiture qui, j'imagine, était pas super facile à conduire et pas très plaisante non plus. Donc, lorsque tu commences en F1 ou tu commences dans une série, tu pourrais en témoigner, François, lorsque tu arrives dans une série avec une voiture que tu connais pas encore, puis en plus, elle très imprévisible, Mhm. c'est pas l'idéal. Là. Donc, pour ça, Bortoletto, je trouve que ça en est bien tiré. Puis là, il commence à démontrer. Les statistiques que vous avez les deux soulignées, je ne sais pas si quelqu'un les a nommées, mais j'ai quand même les données parce que c'était quand même, ça faisait partie du sujet dans nos évaluations. Hülkenberg, en qualification, c'est 6-8. Donc, c'est 8 pour Bortoletto et 6 pour Hülkenberg. Hülkenberg, c'est un bon pilote de qualification. Moi, j'ai l'impression qu'il fait pas moins bien que d'habitude. Il fait la même chose qu'il faisait que chez Haas. On le voit par son classement aussi, là. Lorsqu'on regarde qu'au classement des pilotes, les neuvièmes, normalement, c'est des positions qui se tiennent. Il a quand même accumulé 37 points. J'aurais pas pensé, là, j'aurais pensé que ça aurait été une année perdue pour lui. Puis ça n'en est pas une. J'ai l'impression qu'il est encore dans la même voiture. Même, il doit même pas regretter son choix parce que il fait paraître que sa voiture est meilleure que la voiture d'une voiture de la série américaine, de l'écurie américaine plutôt. Il a accumulé plus de points que son remplaçant Ocon. Donc, je suis persuadé qu'on s'ennuie de lui, puis que lui s'ennuie pas de son ancienne voiture. Donc, pour ça, j'y vais avec
comme je disais avec la note, mais 6-8 au niveau des qualifications. Au niveau des Grands Prix, on voit que ça commence à rentrer le métier du côté de Bortoletto parce que c'est 8-5. Il y avait un écart qui s'était creusé, mais il commence à la resserrer en mode course. Normalement, en qualification, c'est ce qu'on va voir sur certains pilotes. On est capable de trouver notre rythme sur un tour donné. Après ça, en course, c'est la gestion de pneus qui est plus longue. Là. Dans ce moment-là, il est capable de gérer une course. On l'a vu, même dans des talents qu'on peut classer maintenant de générationnels comme Oscar Piastri. Oscar Piastri, c'est ce qu'on lui reprochait au début. On disait ça va bien à certains endroits. Sauf que en course, on doit travailler la gestion de course. Maintenant, on voit que à sa troisième saison, c'est quelque chose qui est vraiment réglé et même il est rendu excellent là-dedans. Et c'est ce qu'on voit de Bortoletto dans vraiment dans un écart qui est très très mince, de voir à quel point il est capable de travailler là-dessus. Il commence à être capable de gérer des courses. On l'a vu là, au dernier Grand Prix. Tu fais un départ, tu es entre Verstappen et Alonso, puis tu te promènes là-dedans comme si tu avais fait ça toute ta vie quand tu en es à ta première moitié de saison. Donc, chapeau à Bortoletto là, pour pas faire des mauvaises rimes, mais quand même, je trouve que c'est bien pour l'écurie Stack, mais bien aussi pour les pilotes. Maintenant, on passe. Là, ça va être moins le fun, j'ai l'impression. En tout cas, Aston Martin. On arrive au premier C-, pour ma part. Je ne vais pas me laisser influencer par le dernier Grand Prix qu'on vient de voir. J'ai donné mes explications pour ma part dans notre dernier épisode. Pour moi, c'est le fait qu'il n'y avait pas de traînée. Puis ça, c'est un problème que on dit que des fois, on répète souvent des choses, on n'a pas le choix, des sujets qu'on aimerait passer à d'autres choses. Mais parler de training puis de l'écurie à Aston Martin, il me semble que c'est juste ça que je fais depuis qu'on a débuté le F1 podcast. C'est toujours le même problème qui revient. On n'est pas capable de se débarrasser de ça. On a probablement pris les bonnes ressources pour justement s'en débarrasser avec Adrian Newey, mais pour l'instant, il ne travaille pas sur cette voiture-là. Donc, on est encore pris avec ce fichu de problème-là. Et là, en Hongrie, on a réussi le fait que ça tourne beaucoup à ne pas avoir cette problématique-là, reste à voir si ça va être derrière nous pour les prochains Grands Prix, j'en doute. Mais c'est ça. Là, on a 52 points. Ça paraît bien parce que là, on s'est repositionné. On est quasiment à notre position de cinquième où ce qu'on était au milieu de nulle part dans les dernières saisons. On bouge pas de là. Tu sais, juste à cause du dernier Grand Prix, c'est comme si tout va bien, tout est réglé. Mais je refuse de me laisser de me laisser influencer par ça. Je pense que je veux prendre une lecture sur toute la saison. Il n'y a pas, il y a pas de progression technique sur la voiture. On a Alonso qui se démène. J'aime pas aussi le fait qu'on apporte des améliorations puis qu'on comprend pas ce qu'on apporte au circuit. Encore une fois, c'est une problématique qui revient souvent. On l'a vu à Spa. On met les nouveaux réglages, on met les nouveaux morceaux sur la voiture. On pense que les réglages sont bons malgré qu'on avait seulement une séance de libre. Finalement, on est nulle part. On décide de changer les réglages après ça, puis on est encore pire. On est rendu 19 et 20. Moi, c'est ce qui me dérange le plus en Formule 1, je vous le dis. Là, il y a bien des choses qui me dérangent, mais ça, le côté technique, lorsqu'on ne comprend pas nos voitures, pour moi, avec tous les outils qu'on a, surtout à la fine pointe de la technologie maintenant, du côté d'Aston Martin, ça ne devrait pas arriver. On devrait comprendre ce qu'on fait. Ça ne veut pas dire qu'on a toujours des bons résultats, mais au moins comprendre pourquoi on a des mauvais, pourquoi on a des meilleurs résultats. Comme là, on ne sait même pas de leur côté pourquoi on a été bon en Hongrie. Ça, c'est des choses qui me dérangent. Ton côté, François? Je leur ai donné un B-, à Aston Martin parce que oui, on peut se laisser peut-être influencer par les ou pas par les derniers résultats, mais au début de la saison, on a quand même réussi à placer Stroll dans les points deux fois de suite. Mhm. C'est une écurie justement on va dire, qui est comme en reconstruction. Semble justement ne pas du tout investir tant que ça dans la performance cette année, mais réussit quand même à des fois se positionner. Donc, j'ai pas été aussi sévère que ça. Et aussi, ben, je prends en considération tout ce qui est fait par l'écurie pour le futur aussi. Tu sais, c'est l'ensemble de l'œuvre un peu là, sur lequel je me suis basé là-dessus. Donc, Aston Martin, je m'attendais à ce qu'il soit plus loin un peu, pas qu'il soit cinquième, je m'attendais à un peu à l'inverse de Sauber, hein. Sauber performe plus qu'on s'attendait, ben Aston Martin, c'est un peu la même chose. Je m'attendais à ce qu'il performe beaucoup moins que, que ce qu'ils font là, même si on s'attend à beaucoup d'Aston Martin et de Fernando Alonso, tout ça. Sauf qu'en ce moment, ils sont quand même, bon, sont sixième, pardon, au championnat, puis à 52 points. Moi, je les voyais en début de saison, Aston Martin, je les aurais vus probablement avant-dernier. Donc, je leur donne un B-, puis je pense qu'ils sont peut-être capables de finir la saison là, sur la petite lancée qu'ils ont pris avant la pause estivale. Donc, c'est ma note. C'est un bon point que tu apportes, de dire qu'on va prendre dans la considération ce qu'on a fait comme acquisition, ce qu'on veut s'en aller vers le futur, puis toutes ces choses-là. Je te dirais que là, tu viens de le dire, puis on dirait, moi, ça me fait l'effet contraire de dire on a mis Andy Cowell au pouvoir de l'équipe.
à titre de PDG, mais on a tassé Mike Crack. Je m'attendais à avoir des différences au circuit. Puis de dire, là, on est juste à l'usine, on veut avoir les mains directement dans ce qui se passe dans un week-end de course. Puis c'est ça qui me dérange un petit peu, c'est cette gestion-là de week-end de course que j'ai pas vu nécessairement une amélioration autant au niveau stratégique. Des fois, les stratégies sont douteuses que dans, justement, trouver les bonnes améliorations, trouver les bons réglages pour les fenêtres de performance d'une voiture. Donc, je m'attendais à ce que l'effet, tu sais, on parle souvent de l'effet Newey, mais l'effet Cowell, en charge de directeur d'écurie et PDG, je pensais qu'on aurait peut-être vu quelque chose cette saison. On a quand même touché les bas-fonds. On était dernier à un certain moment. Donc, pour moi, ça me dérange. Mais je comprends ton évaluation aussi de dire que à l'arrière-scène, ce qui se passe pour le futur, c'est pas tout négatif. Puis je pense que c'est la raison pourquoi Alonso est plus silencieux Ouais. qu'elle devrait l'être normalement dans des circonstances qu'on a connues au cours de la saison. C'est qu'il se mord les lèvres, il se mord probablement même la langue en disant, tu sais, ça va bien aller, une phrase qu'on a connue au Québec, là. Ouais. Mais je pense C'est pas la première fois que je non, l'ai c'est dit. ça, mais ça revient souvent. Parce que toutes les fois, je le dis, je sais que ça réveille des mauvais souvenirs aux gens, mais c'est ça, j'ai l'impression que c'est ce qu'on se dit de son côté. Kevin, la note pour les Verts. Pour les Verts, ça va être un C pour la grande majorité des raisons que vous avez tous énommées. J'ai été entre les deux. Euh, Tout simplement parce que c'est pas une année facile pour Aston Martin. On se cherche, on comprend pas la voiture. On est probablement beaucoup plus concentré sur 2026 que cette saison. Comme tu as dit, Martin, moi aussi, je pensais que l'arrivée de Andy Cowell allait peut-être favoriser une montée en puissance. Ben, on ne s'entend pas aller jouer le top 3 là, mais au moins obtenir des résultats un peu plus probable ou du moins jouer les points plus régulièrement. C'est difficile pour Aston Martin cette saison. C'est ça. Donc, je ne peux pas donner plus que ça pour l'écurie de Lawrence Stroll. Ouais, non, c'est ça. Mais on sait que t'es un gars sévère. Fait que déjà, Oui. c'est déjà. T'as mis de l'eau dans ton vin, on peut dire. De l'eau dans ta tasse de café, Liam Lawson. Mais qu'on regarde ça, non, c'est ça. Comme je te dis, le fait qu'on apporte un DKO, je pensais peut-être que ça aurait changé quelque chose. Le fait qu'on a aussi tassé Dan Fellows. Fait que, tu sais, on a fait quand même des grosses décisions pendant l'été, mais je vais prendre ce que François dit, que c'est vraiment pour le futur. Puis il y a toujours la chose qui me reste à l'arrière de la tête, là, de dire, est-ce qu'on veut vraiment gagner du côté d'Aston Martin ou ça a fait notre affaire? De se retrouver rendu au 1er juillet, une date très importante où on refait le partage de la soufflerie, toutes ces choses-là. On s'est retrouvé avant-dernière au classement et donc on a cet avantage-là sur la majorité des écuries. Pour la conception de la voiture 2026. Donc, j'ai tendance à dire que si j'avais été un stratège de l'écurie, pour moi, ça aurait été mission accomplie. On serait donné des high five puis tout ça, de dire, hey, on vient de donner une grosse avantage à un gars comme Adrian Newey pour concevoir la voiture de 2026. Donc, peut-être qu'on ne le dira pas, mais peut-être que c'est mission accomplie d'une certaine façon, que ça faisait partie du grand plan de Lawrence Stroll. De ton côté, pour les pilotes, Kevin, tu y vas comment? Est-ce que tu as été aussi sévère que la note C ou qu'est-ce que tu as fait du côté de Stroll et Alonso? Ben, j'ai été un petit peu moins sévère pour les pilotes. Pour Fernando Alonso, j'ai donné un B+. Pourquoi? Ben, Fernando Alonso reste Fernando Alonso, hein. On sait que c'est un pilote très rapide encore malgré ses 44 ans, capable de sortir des performances extraordinaires d'une voiture délicate. Ça a pas toujours été facile. Le début de saison, je trouve, était poussif du côté d'Alonso. Il y a eu un moment où, pas en qualification, ça, c'est une autre affaire. Alonso domine Lance Stroll. Mais en course, on voyait Stroll prendre l'avance et là, maintenant, c'est rendu égalité. C'est maintenant rendu égalité au championnat des pilotes, mais je trouve que Alonso réussit à toujours démontrer pourquoi c'est un double champion du monde, pourquoi c'est un pilote qui a 32 victoires en Formule 1. Donc, c'est pour ça que j'ai donné un B+. S'il tire l'équipe vers le haut quand il n'y a pas de mauvais commentaires, c'est toujours c'est Fernando Alonso. Donc, B+ pour Alonso. Et pour Lance Stroll, ben, c'est un B-. C'est sûr, il y a toujours les fameuses qualifications que c'est le point faible de Stroll. Mais en course, il nous a démontré des petites choses intéressantes par-ci par-là, bien qu'il y a eu des creux de vague et c'est toujours l'inconstance de Lance Stroll
qui prédomine à chaque saison. Donc, un B- pour Lance Stroll. Ton côté, François? Alonso, je l'ai avec un B, donc pas très loin. Alonso, début de saison plus difficile un peu, a pas marqué de points avant un bon moment. Là, maintenant, il s'installe dans le haut des points. Là. Ça fait quand même 6 Grands Prix, là, ben, 5 Grands Prix dans les 6 derniers, où il a marqué des points. Très bonne performance au dernier aussi. Évidemment, il navigue avec une voiture qui n'est pas évidente. On se rappellera à Miami quand il avait parti en tête à queue, là, une voiture qui semble très capricieuse dans les virages lents. Donc, pas très facile pour Fernando Alonso, mais c'est ça, on ronge notre frein de son côté, prend son mal en patience, attend la voiture signée Newey, donc un B pour Alonso. Lance Stroll, je suis allé exactement la même chose, B-. Pourquoi? Bien, Lance Stroll, oui, a marqué des points en début de saison. Le fameux creux de vague là, qui s'en est suivi, ça n'a pas aidé. Et là, revient aussi, hein, maintenant que la voiture est un peu plus permissive. 2 belles 7e places là, dans les 3 derniers Grands Prix. Mais il y a une chose, par exemple, que j'ai pas aimé de Lance Stroll cette année. Puis, tu sais, quand je note, moi, j'essaie de noter vraiment, comme on dit, sur l'ensemble de l'œuvre, ce qu'il a dit à propos de sa voiture là, après un résultat. Je me rappelle plus c'est quel Grand Mhm. Prix, mais il a qualifié la voiture en anglais de piece of S. Là. Ça, je trouve pas ça très bien pour ces mécanos, là. Les gens à l'usine, faut respecter ça. Puis ça, je pense que ça l'a pas aidé là, à la réputation de Lance Stroll parce que je veux bien le défendre, Lance Stroll. Moi, je pense que c'est un pilote de Grand Prix très compétent, puis j'aimerais ça le voir gagner. Mais ce genre de comportement-là, même s'il est hors piste, c'est pas bien pour son image, puis c'est pas bien aussi pour la motivation de l'équipe. Donc, vu qu'il était à égalité avec Alonso dans les points, je lui ai quand même mis un petit moins à côté de son B là, pour ça. Mais quand même content là, de le voir performer là, si l'occasion se présente. Ben, on est pas mal semblables. La seule affaire, j'ai été un peu plus sévère avec Lance Stroll. Il y a des choses qui m'ont dérangé, justement ce que tu viens de nommer. J'allais avec un C+, du côté de Stroll. Ça va Mhm. avec la constance qui ne semble pas arriver. Il faut que les saisons passent et se ressemblent de son côté. Bien sûr, il y avait une blessure. J'aime ça quand il montre du caractère, mais j'aimerais ça qu'il le montre de la bonne façon, pas Ouais. nécessairement pour insulter l'écurie. C'est tout le contraire pour Alonso. Je le mentionnais, il se mord la langue, il se mord les lèvres. C'est pour ça que je lui donne un B+. Je pense que la bonne attitude est importante. Il comprend la situation. On attend le virage Newey, mais il comprend que l'écurie fait de son mieux et il va avec les effectifs qu'on leur permet. Même si tu sais, ça, pour moi, ça excuse pas ce que j'expliquais tantôt, que lorsqu'on arrive au circuit, on comprend pas les fenêtres de performance, on comprend pas ce qu'on a sous la main. Sauf que ça veut pas dire nécessairement d'insulter tout le travail qui est fait derrière ça. C'est pour ça. Puis ce qui me dérange de Stroll, c'est que je me rappelle pas c'est qui, je pense que c'est François que tu disais qu'il y a eu un petit creux de vague au début, là, où c'est plus des difficultés qu'il y a eu, Ben, mais Kevin l'a évoqué, puis je l'ai. ouais, des malchances du côté d'Alonso, mais Nance n'a pas réussi à profiter de ça. Tu sais, peut-être chancelant en début de saison, je pense que c'est peut-être fort un peu le mot de dire ça pour Alonso, mais mettons des malchances. Quand je regarde la statistique en qualification, c'est quand même 14-0 pour Alonso. Ouais. C'est plus d'un an que Stroll n'a pas réussi à avoir le meilleur de Fernando, ne serait-ce qu'une fois. Je le sais, là, c'est pas le même talent, c'est pas honnête de comparer. Il y a un double champion du monde puis un gars qui le sera jamais. Donc, mais quand même, 14-0, ça va faire 2 ans que tu n'as pas réussi à surqualifier ton coéquipier. Pour moi, je trouve que ça, c'est pas correct. Après ça, en course, 9-5, c'est la tendance qu'on a d'habitude. La tendance qu'on n'a pas, puis c'est ça qui explique le début de saison plus difficile, qu'on n'a pas vu auparavant, c'est 26-26 au niveau des points. Mhm. Ça, faut quand même donner ce qui revient à Stroll. Il a été capable d'aller soutirer 26 points. Alors, des fois, on se demande comment il a fait ça, mais il est là pareil. Il a le même nombre de points que Fernando. Puis au début, ben, c'était lui qui avait tous les points de l'écurie. Là, Ouais. c'est juste qu'il est en train de se faire rattraper. C'est quand même lui qui avait tous les points de l'écurie. Donc, c'est pour ça, c'est dur à dire. Tu sais, je parle, puis je vois à l'image de sa saison, je donne du positif, puis on dirait qu'il y a toujours un négatif qui vient soit dépasser le positif ou l'égaliser. C'est pour ça qu'à la longue, ça devient sur un point de neutralité, parce que j'ai énormément de difficultés à y donner, à monter sa note. Mais la bonne nouvelle pour lui, c'est qu'il reste 10 courses. Puis si on commence à bâtir un peu de momentum, ça va voir ce qu'il peut faire. Mais encore là, au positionnement, c'est ce qui nous a habitués au travers des saisons. Alonso est 11e, lui est 12e. Il n'est pas si loin que ça. Sauf que c'est toujours en dents de scie. Des fois c'est bon, des fois c'est. Même, j'aimerais ça avoir une certaine constance arriver avec l'âge. Autant qu'on parle que les jeunes, c'est le point difficile d'aller chercher en Formule 1, mais je trouve que c'est plus un jeune. Il se posait être à l'étape où ce que la constance est là, puis elle ne vient pas. Donc pour moi, c'est ce qui me dérange.
Maintenant, l'écurie Williams qui a 70 points, tout un début de saison. Là, on a vraiment passé un creux de vague. On se cherche un peu. On a un très, très bon duo de pilotes, une très belle acquisition en Carlos Sainz. Le temps que tout ça se mette en place. On s'est peut-être fait un peu de mal là, avec l'écurie parce que les points qu'on a accumulés nous empêchent de développer notre voiture pour l'an prochain. Je pense pas que c'était le scénario idéal. On a une bonne structure. Je le dis souvent avec James Valls, je vante sa façon de travailler, puis je trouve qu'il est très transparent. Sauf qu'il y a des choses dans l'écurie Williams, le milieu, on avait des problèmes avec notre voiture, on semble être capable de l'arranger maintenant. Donc, j'y vais avec un B-. J'aurais été avec un B, mais à cause des certaines courses, j'y vais simplement avec un B-, mais on a quand même eu des bons moments là, depuis le début de la saison. Comme je dis, que vont peut-être nous faire mal dans la saison prochaine à cause qu'on a été trop bon à certains moments. De ton côté, François? J'ai exactement la même note pour Williams, B-. Donc, écoute, c'est bien, hein, 70 points. Mais d'un côté, encore une fois, mon B, j'aurais aimé ça que ça soit un peu mieux pour Williams. Je m'attendais à plus un peu à partir de la saison passée. Donc, j'ai pas énormément développé sur l'écurie. J'ai comme, tu sais, c'est une saison où j'ai l'impression, même s'ils performent bien, qu'ils sont un peu effacés. Hein, Oui. c'est pas eux autres dont on parle le plus. À part quand il arrive, mettons, des événements comme à Spielberg, puis que l'auto de Carlos Sainz est sur le bord de pogner en feu ou littéralement pogner en feu. Mais je m'attendais encore une petite coche au-dessus de Williams. C'est la raison là, pour mon B- cette année. Je ris, je m'excuse, parce que je repense au gars qui sort avec l'instincteur puis qui essaie d'éteindre la voiture, puis le commentateur de Sky Sports qui dit Ah, je sais pas s'ils vont être capables de repartir. Ah, Seigneur, ben là. Le gars, ils viennent de mettre. Non, non, quand le Vient de- feu, quand le feu est prêt pour un auto, là, non. Puis le gars vient de vider à peu près deux bonbonnes d'instincteur dans la voiture. Je pense qu'il va ouais, rouler avec ça, là. jamais, C'est jamais, ça. jamais. Ton côté, Kevin. Ben, on va faire un beau trio, B- également. Donc, égalité là-dessus. Donc, Williams, bon début de saison, là, surtout du côté d'Albon. Là, on a eu, comme vous avez mentionné, le petit passage à vide là, qui a été délicat du côté de la mécanique. Là. Ça n'a pas été optimal du côté de Williams. Mais c'est ça, écoute, en toute somme, c'est quand même bien pour l'écurie de Grove. Donc, on est quand même assez en avance sur Aston Martin, 70 points face à 52, mais on est extrêmement loin du top 4. Donc, un petit peu dans un no man's land, mais il faut faire attention parce qu'on peut se faire attraper. On peut se faire attraper du côté de Williams. Donc, si ça ne va pas bien, attention. Mais pour le moment, c'est correct, B-. Puis on part de loin aussi. C'est ça qu'il faut pas Oui. oublier. C'est sûr qu'on a une belle écurie. Peut-être que le fait qu'on a un bon duo de pilotes, des fois, ça vient un peu influencer notre décision, mais le fait qu'on était quand même, là, je me rappelle pas, là, je l'ai dit tantôt, mais j'avais reculé quelques saisons, ou pas tant que ça en arrière, 17 points. C'était le Mhm. total qu'on avait Oui. accumulé. On était à 70. Là. Mais la Oui. raison, comme je dis, le B-, c'est que je me dis, si tu fais des pas à l'avant, ben, à ce moment-là, on attend que soit tu restes en neutralité ou tu continues de progresser. Quand tu commences à faire des pas en arrière, c'est là que ça nous dérange de dire, bah, c'était-tu vraiment une progression ou on s'est juste trompé? Ou c'est là qu'on se pose des questions, puis je pense qu'on a les mêmes questions du côté de l'écurie. Quand on va au niveau des pilotes, ça aussi, j'ai trouvé que c'est pas facile de donner des notes. Autant pour le départ de la saison de Saints, mais aussi Albon. Je suis content que c'est pas moi qui parle en premier. Vas-y, Kevin. Ben, ben, écoute, ça va me faire plaisir. Du côté de Albon, j'ai donné un B+. B+, pourquoi? Parce que Albon, si je ne me trompe pas, Albon n'est qu'à 10 points de Kimi Antonelli Oui, sur une exactement, oui. Mercedes. Donc, Albon, chapeau. Je m'attendais à ce qu'il ait peut-être un petit peu de mal face à Sainz, qui est un très bon pilote. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Albon réussit à faire de très, très, très belles choses en course, en qualification. Puis des fois, il y a des moments difficiles. Ça va avec la nature du circuit et le niveau de la performance de la Williams qui est chancelant. Mais en toute somme, Albon connaît un très bon début de saison. Donc, c'est pour ça que je donne la note de B+. Du côté de Sainz, je suis un petit peu plus déçu, puis c'est pour ça que je vais lui donner un C+, parce que je m'attendais à beaucoup mieux de la part de Sainz, parce qu'il c'est un pilote qui apporte beaucoup d'expérience, oui, de différentes écuries aussi. Donc, moi, je m'attendais à ce qu'il sorte quand même assez fort dans son arrivée chez Williams. Oui, il y a une période d'adaptation, c'est sûr, c'est certain, mais je m'attendais probablement à plus du côté du pilote espagnol, donc c'est pour ça que je le donne un C+.
De ton côté, François, quelle note as-tu donné à l'écurie Williams? Ben, pas à l'écurie, mais plutôt à ses pilotes. Ben, Carlos Sainz Junior, je lui ai donné un B-. Je m'attendais à mieux de lui, même si on est en changement d'écurie. Carlos Sainz a prouvé que c'était un pilote quand même d'une grande qualité. Semble avoir eu beaucoup de difficultés à trouver ses repères. Oui, il a marqué des points quand même à plusieurs reprises, mais comparé à Albon, là, on n'est pas là du tout. Donc, puis même, c'est drôle parce que, puis je vais y revenir quand on va parler de Red Bull, mais dans ma feuille de notes, tu sais, qu'on met nos trucs, Oui. j'ai pris le classement. Donc, c'est sûr qu'à mesure qu'on monte, les noms remontent. Donc, je suis de plus en plus dans le haut de ma feuille. Carlos Sainz est quand même tout simplement 16e au championnat des pilotes. C'est pas du tout la place où je l'aurais attendu. Donc, pour cette raison, je lui donne un B- là, pour cette saison un peu décevante de sa part, parce que sa valeur marchande était quand même très haute là, en quittant Ferrari. J'ai l'impression que ça va pas aider là, si jamais, mettons, il y avait à changer d'écurie là, la saison qu'il connaît en ce moment. Donc, je lui souhaite du succès là, dans les prochaines courses et la prochaine saison. Pour ce qui est d'Alexander Albon, lui, j'ai donné un A-. Albon, écoute, performe quand même très bien, là, donc écoute, il est dans les points 9 sur 11 Grands Prix qu'il a complété. Il est sorti, il y en a trois qui n'ont pas terminé, là, trois de suite d'ailleurs, Espagne, Canada, Autriche, mais en dépit de ça, a marqué des points dans presque tout 100% des Grands Prix, là, en fait presque 100%, je dis. 9 sur 11, c'est impressionnant de la part d'Alexander Albon, huitième au championnat. Vraiment, là, pour un gars qui s'était fait rétrogradé Red Bull ou plutôt remercié par Red Bull, s'est trouvé vraiment une deuxième vie en F1 et fait le maximum avec. Encore une fois, je reviens sur le dépassement de l'année dernière, mais c'est pas ce qui donne la note de cette saison-là, mais ça démontre le talent d'un pilote comme Alexander Albon. Donc, A- pour Alex Albon pour l'ensemble de l'œuvre. Tu m'ouvres la porte à une question ou à une affirmation. Tu Mhm, mentionnes Saints, qui était l'agent libre le plus convoité. mhm, Hülkenberg a été un peu le prix de consolation, Saint méchant, du côté de Stack Sauber ou du côté de Audi plutôt, qui voyait Saint très très gros, là. On voulait l'avoir avec son père, tout ça. Finalement, on s'est rangé, on avait fait patienter Hülkenberg, qui avait même envoyé son CV aussitôt qu'on avait entendu parler qu'Audi arrivait en F1. Parce que mhm. lui, pour lui, pilote allemand voulait être là. Finalement, Ben oui, on l'a laissé patienter. Puis quand on a vu que Saint ne viendrait pas, on s'est tourné du côté d'Hülkenberg, puis on a dit, OK, c'est beau, viens-t'en avec nous. Ben, après ça, on a même essayé de faire un duo Hülkenberg-Saints aussi, on a essayé quand mhm. même. Mais je veux dire, Hülkenberg, au début, on l'avait mis de côté, là. On attendait de voir qu'est-ce qu'on allait avoir. Finalement, c'est d'admettre que pour l'instant, c'est Hülkenberg qui est un meilleur choix que Carlos Sainz dans cette position-là en début de saison. On regarde le nombre de points, 37 d'un côté chez Stack, puis seulement 16 pour Sainz. Donc, c'est quand même quelque chose que ça va pas bien. Moi, j'ai donné un C. Un C pour toutes les raisons que vous avez énumérées. Je m'attendais à beaucoup plus. Je m'attendais à une période d'adaptation, mais normalement, Sainz s'adapte très vite, là. Dans une Ferrari qu'on voit du côté de Lewis Hamilton, c'est pas facile de s'adapter à une Ferrari, supposément. Sainz n'avait pas eu de problème. Chez McLaren, avait réussi quand même à aider l'équipe à la développer. Puis ça a fait tout le contraire dans Albon. Je trouve que c'est Albon qui a pris énormément de points dans cette rivalité-là de coéquipiers, là. On emmenait Mhm. Sainz, on disait, ben là, Albon va avoir quelque chose de serré. C'est pas Colapinto, c'est sûrement pas Sargent. C'est un vrai coéquipier, quelqu'un qui va lui donner du fil à retordre, qui va montrer sa vraie valeur. Puis Albon, non seulement montre sa vraie valeur, mais montre qu'il valait probablement plus que ce qu'on pensait. Je parle pour moi, là, même si je pense que c'était un très bon pilote, que Red Bull a fait l'erreur de ne pas le garder ou de ne pas être Ouais, patient avec lui. Puis là, on le voit encore plus que. Puis lui, il montre qu'il a fait le bon choix de rester chez Williams. C'est lui, c'est son écurie, c'est lui le leader. C'est ça qu'il a voulu montrer. Il n'a pas été dérangé par le fait que Sainz est arrivé, il répond c'est bien. vrai. Moi, je lui ai donné un B+. J'aurais peut-être pu lui donner mieux que ça. Je vais avec les circonstances qu'à certains moments, c'est pas facile. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est la voiture? C'est dur de se baser là-dessus. Mais 54 points dans une Williams contre 16 pour Sainz. Il y a personne qui aurait prédit ça au début de l'année. Donc, j'y vais pour un B+, du côté de Alex Albon dans les positionnements, comme tu dis, huitième contre 16e. Là, c'est quand même la moitié des positions, là. Mhm. On pensait pas voir Sainz si loin que ça. Lorsqu'on regarde, maintenant, on passe encore, on poursuit sur notre chemin, on arrive, c'est drôle hein, de parler de Williams et de Red Bull tout de suite après, on n'a pas fait ça depuis longtemps. Non, On monte, ça montre la progression d'une écurie, puis probablement le déclin d'une autre. Red Bull s'est passé plein de choses, c'est dur à évaluer parce que on évalue quoi? On évalue en piste ou on évalue à l'extérieur de la piste? Le fait qu'on pose la question qu'on doit considérer l'extérieur de la piste, pour moi, c'est déjà un,
c'est déjà une démonstration qu'il se passe quelque chose de pas bien. Ouais. Le fait qu'on a décidé de mettre fin à notre partenariat, si on veut l'appeler comme ça, avec Christian Horner, je pense encore que c'est une forme d'erreur. Je pense qu'on aurait dû trouver une façon de le garder, de le tasser, même s'il n'a pas voulu, de le mettre tout simplement PDG. On aurait dû garder Jonathan Whitley, on aurait dû mettre notre pied à terre, même si Horner voulait pas. Tu sais, des fois, ça fonctionne comme ça dans des entreprises. Le PDG, il dit d'une certaine façon, ben là, si vous commencez à prendre des décisions de ma part, ben je vais prendre mes affaires et je vais m'en aller. Est-ce qu'on a eu peur du bluff de Christian Horner de dire, ben là, si on commence à y imposer des choses, il va s'en aller. Mais au bout de la ligne, on a eu le même résultat, on l'a foutu à la porte parce qu'il prenait pas les décisions qu'on voulait. Donc, je trouve qu'on aurait peut-être dû trancher à un certain moment puis de l'obliger à prendre certaines décisions qui étaient, pour moi, c'était de garder Jonathan Whitley. Et en même temps, on règle tous les problèmes, là. Pour les gens qui pensent que, ah, ben, si Horner restait, on perdait Verstappen, ben, je pense que si tu mettais Whitley en charge de l'écurie, tu donnais un rôle de PDG, tu réglais ton problème avec Verstappen parce que la relation entre les deux était correcte. Il n'y avait pas de problème à cet égard. Donc, pour les raisons que j'énumère, ça reste que Red Bull a quand même une voiture qui, à cause qu'on a Verstappen, on est capable de montrer certaines choses à certains moments. On est aussi très bon pour trouver des réglages en si peu de temps. On arrive le vendredi, on n'a pas de simulation, on n'est pas capable de faire une préparation, on est obligé de prendre une lecture le vendredi matin, vendredi après-midi, construire pendant la nuit, arriver le samedi avec des solutions. On doit attribuer ça à Verstappen qui fait beaucoup de simulations, mais on doit aussi attribuer ça à l'équipe d'ingénieurs qui trouve des choses avec l'information qui est acheminée du circuit de la part de Verstappen. Donc, on n'est pas juste mauvais là, du côté de Red Bull. Il y a encore des gens qui font du bon travail, sauf que la voiture est mal née. Autant qu'on le dit à certains moments, ah, la voiture est bien née, puis on le dit justement dans la même famille, dans la famille Racing Bulls, qui est supposé être la petite écurie, l'écurie de développement. On a réussi à construire une voiture solide sur laquelle on peut développer. Puis dans la grosse écurie, on n'est pas capable de le faire. Donc, pour moi, c'est un C+ pour Red Bull parce qu'on est capable de se racheter, mais à la base, on devrait pas être dans ces situations-là. On est notre pire ennemi à certains moments, puis ça, je trouve que c'est des problèmes qui auraient dû être réglés depuis longtemps. On aurait dû trouver ces solutions-là. Je pense qu'on a les effectifs pour régler ces problèmes-là avant d'arriver au circuit. De ton côté, François, tu t'en penses quoi? J'ai mis B- pour Red Bull. Donc, c'est très difficile avec Ah, Red c'est très Bull de dur, ouais. bien mesurer la performance de l'auto, hein, parce que d'un côté, tu as une écurie qui est capable d'aller chercher une victoire à droite, à gauche, une fin de semaine donnée, évidemment, dans les mains de Max Verstappen, un pilote extraordinaire. Puis, mais faut que l'auto soit capable de livrer une certaine performance, donc une certaine qualité à cette voiture-là. En contrepartie, il n'y a pas grand personne qui sont capables de la piloter de façon efficace, la voiture. Donc, on est mêlé. On est Un mêlé. mêlé. Donc, fait, un B- que j'ai donné à Red Bull parce que évidemment, c'est une écurie de pointe. On s'attend à mieux d'eux. Évidemment, il y a aussi tout ce qui se passe là, en retrait. Tous les départs hein, qui se font de Red Bull, on perd des éléments clés. Tu l'as nommé Jonathan Whitliff, évidemment, Adrian Newey. Là, on a mis à la porte Christian Horner. Christian Horner, on peut l'aimer ou pas, mais n'empêche que, il est là depuis le début de Red Bull et ils ont quand même plusieurs championnats. Horner a été un des artisans de ça. Mais gars, on est peut-être rendu là, justement. Là. Un peu de renouveau, ça fait pas de tort. Et puis, avec avec les nouveaux règlements de l'année prochaine, on va voir où Red Bull se situe un peu, hein, maintenant qu'ils sont plus indépendants, là, parce qu'ils font presque tout, sinon tout, là, avec là aussi l'association avec Ford. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner pour Red Bull. Est-ce que c'est une équipe qui va pouvoir rester à l'avant-scène ou ça va être le nouveau Williams qui jadis fut une écurie de légende et maintenant doit se refaire au complet et va avoir une disette étirée? On ne sait pas trop. Alors, B- pour Red Bull pour cette année. Puis, ce qu'il faut prendre en considération aussi, c'est que c'est la première écurie qui a écopé de l'effet pervers des nouvelles réglementations, de dire t'es pénalisé pour ton succès. Donc ça, tu sais, on est peut-être trop sévère avec Red Bull, puis on va le savoir avec le temps. On va voir ce que ça va faire à d'autres écuries, à comment McLaren va composer avec le fait de dominer ou d'être au devant de tout le monde pendant quelques saisons et d'écoper au point de vue de développement. Tu sais, Red Bull, pendant 3 années de temps, en plus la pénalité qu'on avait, ça c'est par rapport au plafond budgétaire qu'on avait dépassé. Toute cette pénalité-là, ben, je veux pas.
les gens s'attendaient que ça pèse dans la balance tout de suite, que ça soit qu'on paye cash, là, que parce qu'on te donne une pénalité ou que parce que tu es pénalisé dans ton temps de développement par la structure de la nouvelle réglementation, ça Mhm, arrive tout de suite. Moi, j'ai toujours eu tendance à penser que c'est du long terme. Tu payes mhm. cette facture-là, ça t'attend dans le détour. Plus que tu progresses, plus que ça va te rattraper que les écuries pendant plusieurs mois, voire 3 ans, plusieurs années, ont eu plus de temps que toi. C'est là qu'on paye la facture du côté de Red Bull. Mais à ça, on ajoute, t'as nommé, oui, j'ai nommé aussi Whitley, Christian Horner qu'on fout à la porte. Mais c'est quand on voit les succès de Whitley ailleurs, mais surtout les succès de Rob Marshall chez McLaren, ça aussi, ça fait mal. Les personnes qu'on n'a pas conservées à la même écurie ont beaucoup de succès ailleurs. Dan Fellows, on va l'enlever de la liste. Il y a eu un petit moment où c'était bon. Lui, c'est pas pire, ça fait un peu moins mal. Mais les deux autres qu'on a nommés, là, ça, c'est le bas blesse là, lorsqu'on regarde ce qu'on est capable d'accomplir. Ton côté, Kevin, quelle note as-tu donné à Red Bull que pour moi était la plus dure à donner, là? J'ai trouvé que c'était très, très dur d'évaluer le tout. Puis le fait qu'on est moins bon dans les arrêts au puits, c'était quelque chose. Tous nos points forts qu'on avait, on avait des voitures qui étaient bonnes en virage, on n'est plus bon dans les virages, on était bon dans les arrêts au puits, on n'est plus vraiment bon dans les arrêts au puits. Donc, tous nos points forts, on les a perdus. Ben, écoute, Martin, je te dirais que pour moi, personnellement, c'est pas l'écurie que j'ai eu le plus de mal à donner une note. Oh bon, regardez Moi, donc l'autre. oui, oui, oui. Ouais, c'est un peu tannant, ça. Ouais, c'est ça. Le gars, il fait Il est son, condescendant. il fait condescendant, c'est ça. Euh, non, moi, je dirais personnellement, ça a été William, j'ai eu un petit peu plus de mal à décider. Mais sinon, pour Red Bull, je te dirais, j'y vais avec un B-, pour toutes les raisons que vous avez évoquées et tout. Mhm. C'est sûr, c'est quand même moins évident à dire une note, mais c'est Bon, toutes les raisons que vous avez il se énumérées. rattrape, là. Ouais, ouais, mais toutes les raisons que vous avez énumérées sont bonnes. Donc, je ne pourrais pas élaborer plus que ça sur Red Bull, mais c'est sûr que quand on regarde toute la situation dans son ensemble, là, c'est dur d'aller en haut de. Moi, je trouve que c'est dur d'aller en haut de B. Donc, et là, avec les performances de la voiture, et les départs, comme on a nommé, qui sont en train de causer bien des maux de tête là, du côté de l'écurie, ben là, ça commence à peser l'autre dans la balance, là. Donc, c'est pour ça que je donne un B-. On n'a pas encore réglé le deuxième pilote. C'est ça aussi, c'est En quelque plus. chose qui dérange, là. Parlant de pilote, on vas-y avec Tsunoda puis Max Verstappen. J'imagine qu'ils vont être aux deux opposés, là. Ils vont être aux deux opposés, effectivement. Pour Verstappen, c'est un A. Euh, c'est du Max Verstappen, hein. Toujours en train d'extraire le plus possible de cette voiture-là. Toujours capable d'aller chercher des chronos formidables quand les gens ne s'en attendent pas. Même quand son écurie, je suis persuadé, ne s'en attend pas. Donc, c'est Verstappen qui a réussi à vraiment à faire toute la différence dans cette écurie-là. Et du côté de Tsunoda, ben, je vais y aller avec un C-. Je suis très sévère, mais écoute, Martin, je peux pas faire autrement. Quand c'est rendu que Gabriel Bortoleto a plus de points que toi, dans une Sauber, ça commence à être assez révélateur. C'est très frappant. C'est dommage pour Tsunoda. C'est pas un mauvais pilote, mais il faut dire que ça clique pas. Manque de confiance, manque de performance. Donc, c'est pour ça que c'est un C-. Ah, c'est ça. On a beau attribuer tous les défauts à la voiture, à Red Bull, puis la voiture qui est compliquée, mais il y a quand même un certain Tsunoda qui s'est fait aller le manche-patate là, avant de rentrer là, de Hmm. dire Ah, mettez-moi dans la voiture, c'est moi le candidat, moi je vais faire mes propres réglages, je vais faire ci, je vais faire ça, je la comprends, cette voiture-là. Là, finalement, ça a fini par le rattraper. Ouais. Mais c'est juste que là, il peut pas tenir le deuxième discours de dire, bah, c'est une voiture imprévisible et pas facile, puis aller dans ce que les gens aiment bien raconter. Là. Il peut pas, je trouve que ça serait pas honnête de changer son fusil d'épaule. Bien sûr que là, maintenant, il est plus en connaissance de cause, sauf que c'est pas ça qu'il disait au Mhm. début. Au début, il débordait de confiance. Ton côté, François, est-ce que t'as été dans le même sens? Est-ce que tu as pris en considération que Yuki Tsunoda a quand même plus de 100 Grands Prix d'expérience? Ou pour toi, c'est quand même, ça commence à zéro quand tu rentres chez Red Bull tellement que la voiture est complexe? Non, je pense que l'expérience rentre en ligne de compte. Puis tu parlais de la confiance. C'est sûr que lorsque tu es un pilote de F1, tu arrives à quelque part, tu veux montrer aux gens que tu as confiance. Puis peut-être qu'il nous a dit qu'il avait confiance, mais qu'intérieurement, il l'avait pas. Mais la fameuse façade là, qu'on peut avoir des fois avec les pilotes de F1, ils disent quelque chose, mais ils pensent l'autre. Dans le cas de Tsunoda,
il avait, c'était tout son droit, c'était son droit d'arriver, puis de vouloir être confiant, puis justement de peut-être essayer de bâtir cette confiance-là, ou de se l'affirmer, ou de se la faire croire, histoire de pouvoir performer, parce que de toute façon, il arrivait là et ça passe ou ça casse rendu là. Tu as la promotion dans la grande écurie, ben, si c'est soit tu performes ou soit Tsunoda sera plus. Il y aura pas de. Ils rétrograderont pas dans Racing Bulls si ça fonctionne pas, Tsunoda, surtout justement à cause du nombre de grands prix qu'il y a derrière la cravate. Donc, sa note à lui, moi, je lui donne un C+. C'est sûr, la performance est vraiment pas là. Il était dans les points seulement 3 fois, mis à part les courses sprint, là, où je crois il y a 2 fois une 6e position en course sprint, si je ne me trompe pas. Et la raison pour laquelle j'y ai donné un petit plus, c'est parce qu'il a fait une grande amélioration, je pense, sur son attitude. Avant Tsunoda, ça semblait, tu sais, on l'entendait au micro, là, puis il chialait, Ouais. là, excusez-moi l'expression, mais en bon québécois, là, Mhm. comme un petit bébé gâté. Excuse que quand tu es en F1, là, tiens-toi tranquille, je pense que tu es chanceux d'être là. Tsunoda peut-être pensait qu'il était dans son droit là, de faire ça, mais là, il semble avoir quand même acquis de la maturité. C'est sûr que les résultats sont pas là. Maintenant, Laurent Mekies est arrivé, il connaît Yuki Tsunoda, vice-versa. Est-ce que ça va pouvoir l'aider à peut-être solidifier une fin de saison? Il reste pas beaucoup de courses là, pour que Yuki Tsunoda fasse un état là, de ses résultats et puisse être capable de montrer aux gens ce dont il est capable. Ça ne m'étonnerait pas de le voir disparaître et peut-être de le voir conduire là, un moteur Honda dans une autre série. Pour ce qui est de Max Verstappen, je lui ai donné un A-. Évidemment, Max Verstappen, 4 pole positions cette année, troisième au championnat. 187 points. Il fait le maximum de ce qu'il peut, je crois, avec cette voiture-là qui est capricieuse. Par contre, Max Verstappen, l'événement George Russell en Espagne, ça a pesé dans la balance pour moi pour mettre un petit moins à côté de son A. Il aurait eu un A+, s'il avait une saison genre extraordinaire, parfaite, avec plus de victoires. Je lui aurais donné un A à Verstappen, mais cet événement-là où il a pété une bulle, comme on dit, là, au cerveau, sérieusement, ça ternit un peu la légende, là. Donc, c'est pour ça que je lui ai donné un A-. Mais quand même, Max Verstappen nous montre encore, là, et jusqu'à très récemment, qu'il est capable là, de montrer des prouesses incroyables. Moi, Tsunoda, j'y vais avec un C-. J'y en veux un peu à Yuki Tsunoda, pas personnellement, mais ça me Ouais, dérange. j'imagine. Mais ça me dérange que pour moi, c'était mon choix de l'emmener chez Red Bull. Je croyais en lui. Mhm. Je vais pas dire les mauvaises expressions, mais il m'a fait des mains. Ouais, Je trouve que je m'attendais à quelque chose de plus. C'était mon choix au début. Liam Lawson, je trouvais qu'on le mettait dans une mauvaise position de l'emmener là tout de suite. Forcé d'admettre que j'étais pas le seul, puis on avait tous raison. Il y a probablement juste Red Bull qui a pas vu ça, que c'était pas la meilleure situation pour emmener un jeune. Par contre, Yuki avait les outils, je l'ai mentionné, l'expérience, les 100 quelques grands prix, la confiance en lui. Autant que je trouve que ça s'est retourné contre lui, puis je veux pas le tenir responsable parce que j'aime les pilotes qui dégagent une certaine confiance, mais il a réussi à me convaincre de dire le gars, il croit en lui, il a essayé la voiture, il a décelé quelque chose, il a un style, je l'appelle le cascadeur. Fait que pour moi, c'est correct, il va aller à la limite de la Red Bull, il sera pas craintif. Le premier Grand Prix, il arrive au Japon, puis il sort les grosses ailerons, t'as l'impression qu'il voulait essayer de pogner le câble je sais pas où avec ça, Il là. voulait montrer les commanditaires, Martin. Ah ben, écoute, ça va pas de bon sens. Puis là, j'ai fait comme, OK. Tu sais, des fois, je fais je vais de façon imagée, là, mais je dis, c'est comme le gars qui dit, ouais, passe-moi les ton vélo, m'a le conduit, mais mets un petit trou en arrière, par exemple, je veux pas Mhm. tomber. Ça ressemblait à ça, là. Il parlait des deux côtés de la bouche. Fait que déjà là, je voyais qu'il y avait quelque chose qui clochait. Puis depuis ce temps-là, ben, ça continue. Puis l'histoire, ben, des améliorations, on détruit, tu sais, on lui met sur sa voiture, parce que souvent, on reproche à Red Bull de dire, oh, il donne pas la même voiture que Verstappen. Mais à Imola, on apporte des améliorations, on en donne des deux côtés. C'était le point tournant de la saison de Red Bull. On vient mettre ça sur sa voiture, puis en Q1, il s'en va faire, on aurait dit un crash dummy, là, je m'excuse d'explication anglaise, mais on dirait qu'il a fait tout ce qu'une voiture de F1 peut faire lors d'un accident, puis il a fait exactement ce que la FIA va probablement utiliser pendant des années pour voir à quel point que les voitures sont rendues sécuritaires, puis à quel point on peut les améliorer, puis qu'est-ce qui s'est passé. Tu sais, c'était vraiment l'impact typique prototype de ce qu'une voiture peut faire. Il a tout fait, là. Il a tourné, il a rentré dans le museau, il a tourné, magané le derrière. Je trouve ça- il n'aurait pas pu faire mieux que ça, là, le cascadeur. Donc, pour ça, moi, c'est un C-. Puis pour Max Verstappen,
On a déjà parlé, François, ensemble, puis tu emmenais exactement le point que j'avais. Pour moi, Max aurait eu un A+. J'aurais été un peu plus loin que toi, mais j'aurais donné un A+, parce que qu'est-ce que tu veux demander plus à ce gars-là? La voiture est imprévisible, elle est difficile. Même Red Bull la comprend mal. On a un laps de temps plus court que tout le monde parce qu'on doit développer la voiture au circuit, ce qui est vraiment pas l'idéal avec toute la technologie en F1 maintenant. Donc, tu te Mhm. bats contre des gens qui sont capables d'arriver près, puis ils ont juste quelques petits ajustements à faire entre la séance du matin et de l'après-midi pour être compétitif. Red Bull, des fois, on est à la troisième séance d'essai puis on sait même pas ce qu'on doit faire encore. Puis on réussit toujours lorsque le rideau tombe puis que le spectacle commence, les qualifications à être dans le coup grâce à Verstappen pendant qu'on a un autre pilote qui cherche complètement. Donc pour ça, je me dis, qu'est-ce que je peux lui demander de plus? J'avais envie de lui donner un A+, mais l'événement Russell qu'on a encerclé ensemble, pour moi, c'est là que Hmm. tout a cassé parce que non seulement il a brisé l'espoir à lui, mais surtout l'espoir de l'usine de dire vous vous battez pas pour rien. On a Max, on a notre super-héros qui va peut-être nous donner une chance de quand même aller remporter un championnat, mais là, il a tout cassé. C'est à ce moment-là, tu sais, quand on va faire notre bilan de fin de saison, de fin de saison, puis on va dire c'est où que Verstappen a été éliminé ou c'est où que Red Bull a été éliminé, j'ai bien peur qu'on va encore encercler cet fameux événement-là avec George Russell. C'était une troisième place, c'était un podium. Puis finalement, ben, tu pètes les plombs. Tu aurais peut-être pu redépasser Russell en lui donnant la position. Donc, c'est sûr que, je l'ai dit au moment, il y a eu des façons qu'on aurait dû mieux apporter. On a aussi fait une erreur du côté de Red Bull parce qu'on n'avait pas redonné la position. Donc ça va dans la note qu'on a donnée, mais Verstappen aurait aussi pu mieux répondre en tant que leader d'écurie et leader aussi de tout le monde qui travaille à l'usine. Maintenant, on peut passer du côté de Mercedes. Mercedes, moi, je les ai trouvés aussi durs à donner une note pour le fait qu'on a encore une voiture imprévisible. On a fait des gains. On est beaucoup mieux qu'au début, là, le marsouinage et toute cette époque-là. Mhm. Euh, Quand même, il faut prendre en considération on a été audacieux d'amener un jeune comme Kimi Antonelli, de lui donner un volant. Je pense qu'on l'encadre très, très bien. Justement, pour les gens qui n'ont pas vu le reportage sur Netflix, le Ouais, petit film, tu l'as vu toi aussi, tu l'as ouais. adoré. C'est beaucoup de travail en arrière-scène qu'on voit pas, là. Ça passe de savoir comment se comporter derrière une voiture de sécurité à comment faire un arrêt au puits, là. C'est aussi large que ça, tout ce qu'on devait montrer à ce jeune-là. Donc, il part de très, très loin. Donc, faut pas être très sévère dans ses chiffres parce que oui, les écarts, lorsqu'on compare à son coéquipier, on pourrait dire dans certaines étapes qu'il est en train de se faire rincer, mais il y a tellement plus que ça à Antonelli qu'il faut prendre en considération. Il part de très, très loin. C'est un pilote de 18 ans. On en viendra quand ce sera le temps de donner la note, mais ça va quand même dans l'aspect de Mercedes, de dire on doit gérer ça à l'interne, on le fait très bien. En même temps, on essaie de développer une voiture. Un week-end, on les voit, on est dans le coup. L'autre week-end d'après, c'est plus compliqué. Mais je pense que malgré ça, malgré qu'on comprend pas notre voiture, on a probablement, ou on a eu à un certain moment dans la saison, la deuxième meilleure voiture du peloton. Fait que, encore là, est-ce que je peux vraiment leur en vouloir à cause de ça? Fait que je leur donne un B+. Un B+, pour le fait qu'on avait quand même, au début de la saison, la deuxième voiture, selon moi. Puis on n'est pas très loin de là, présentement. C'est sûr que, comme je le dis, le fait qu'on a un pilote de 18 ans, ça se ressent pas nécessairement dans les points, mais on serait probablement deuxième si on avait quelqu'un d'expérience. Mais c'est un compromis qu'on est prêt à faire. Ton côté, Mhm. François? Ben, c'est drôle, on a commencé le programme avec des notes similaires. Après ça, on s'est comme écarté un peu sans restant dans le même spectre. Mais là, on se On retrouve, se mon cher retrouve, oui, Martin. oui. Les grands B+. esprits, les grands esprits Oui, se retrouvent. c'est ça. Fait que B+, pour Mercedes. Euh, Va réussir à aller chercher des beaux résultats lorsque ils sont juste, tu sais, ils sont juste derrière McLaren personnellement, je trouve là. Tu sais, même s'ils sont Mhm. troisième au championnat, c'est comme la voiture qu'on attend le plus en deuxième, si on veut là, Oui. du moins avec George Russell un peu plus. Et puis démontre de belles choses. Mercedes exécute bien. En gros, moi, je suis content de la saison qu'il nous démontre. En même temps, ça va pas vraiment loin de Ferrari. Ça se pourrait très bien qu'elle a cherché cette deuxième position au championnat des constructeurs. Là. Si Antonelli pouvait performer un petit peu mieux, là, aller chercher plus de points, là, il serait déjà là. Donc, c'est la raison pour laquelle Mercedes récolte un B+. Bien hâte de voir l'année prochaine ce qu'ils vont pouvoir faire, mais cette année, là, très combatif, beau résultat. En gros, on apprend à les réaimer hein, maintenant qu'ils sont plus, on va dire, sur la plus haute marche du podium. Mercedes, on a appris un peu, pas nécessairement à les détester, mais tu sais, quand une écurie performe trop, on est comme un peu, ouais, on trouve ça, on s'en lasse. Là, Mercedes revient un peu la saveur du jour. On aime ça les voir performer. On aime ça voir ce qui se passe aussi avec leur duo là, de pilotes. Là. Donc, B+, pour eux, pour l'ensemble de l'œuvre. Ouais, quand ça semble facile, des fois, il y a un désintéressement. Puis Ouais, c'est jamais facile. On devrait jamais aller par ça. Mais des fois, c'est plus c'est fort vrai. que nous.
C'est plus fort que nous. Mm. Des fois, ça semble trop facile. C'est pareil comme dans tous les sports, même pour certains athlètes. Kevin, je veux pas te presser, mais tu sais qu'on approche de Ferrari, McLaren. Je voudrais pas qu'on se presse là-dessus. La note que tu as donnée à Mercedes. La note que je donne à Mercedes, sans trop élaborer, c'est un B+, comme vous. Donc, Ah. pour toutes les raisons que vous avez énumérées, donc, on se casse pas le basic. Puis Good job. si on va tout de suite avec les pilotes, Antonelli et du côté de Russell, t'as donné quoi? Russell, c'est un A, donc, comme Verstappen. Donc, très, très bon début de saison pour Russell. C'est impeccable. Et pour Antonelli, j'y vais avec un B. Petit passage à vide dernièrement compliqué, mais pilote recru, on va laisser une chance. Il a prouvé des belles choses. Ton côté, François? J'ai exactement les mêmes notes que Kevin. George Russell un A et Antonelli un B, spécialement justement à cause de la petite creux de vague là, qui est à sa deuxième partie de première moitié de saison, là. Ça fait des fractions, mais on en est là. George Russell, félicitations. Écoute, une pole, beaucoup de bons résultats, victoire. Il sait saisir l'opportunité lorsque ça se présente. Mhm. Moi, j'y vais exactement avec vous autres. On a les mêmes notes, pas de chicane, A et B. La seule raison pour que je n'ai pas été au A+, du côté de George Russell, c'est que j'ai l'impression qu'au début de l'année, il y a un moment où ce que la voiture Mercedes était très, très près de celle de McLaren et j'aurais aimé le voir plus souvent diviser les deux voitures orange et papaye. Mais après Mhm. ça, tous les morceaux se sont mis ensemble puis il est vraiment devenu le leader de l'écurie McLaren Mercedes. Il a vraiment, vraiment pris cet élan-là. C'est pas évident, là. Il y a eu quelques saisons à côté de Lewis Hamilton. Il a jamais mal paru, vraiment. Puis là, il s'en va, puis je trouve qu'il a pris la marche de plus. Les petites erreurs qu'on voyait à Mhm. certaines reprises, on les voit plus vraiment. Je l'appelle souvent Monsieur Opportunité, puis c'est ça. Mais juste au début de la saison, c'est ce qui lui a coûté. Sinon, il aurait été probablement un des seuls pilotes à avoir un A+. Maintenant, Ferrari. Ferrari, c'est encore là, je me répète, mais je trouve ça dur à noter parce que de deux côtés, on a pris une décision aussi de laisser partir Carlos Sainz, de laisser Lewis Hamilton venir dans l'écurie. On est arrivé avec une voiture qu'on pensait qu'elle serait vraiment, que ça serait une révélation, qu'on allait battre McLaren. On est parti de compétitionner pour le championnat des constructeurs à la fin du dernier Grand Prix. C'était 12 points, si je me rappelle bien, 12 ou 14 qu'on avait au dernier Grand Prix de la saison. Kevin, je ne vais pas Je te pense que mettre c'était en 14, 14, ouais, 14, 14, hein? ouais. ouais. C'est ça, 14 points. Puis là, finalement, on est rendu, ça n'a même plus de bon sens, là, à combien de points qu'on est rendu. Fait que pour ça, j'ai énormément de misère à être positif pour Ferrari. Même si on a corrigé des erreurs d'aéropuits puis ces choses-là qu'on avait par le passé, j'y vais avec B-. J'y vais avec B- parce que je m'attendais à tellement plus. Peut-être que c'est l'erreur qu'on a fait de mettre ce qu'on s'attendait de eux trop haut. Sauf qu'ils ont contribué à ça aussi. Ils semblaient très positifs depuis le début de l'année. Finalement, les histoires de hauteur de caisse, disqualification, puis tout ça, c'est un peu un parti tout croche. Puis on commence à peine à se remettre dans le droit chemin. J'espère que cette note-là de B- ne leur collera pas dans les 10 prochaines courses. Je pense qu'on peut revenir probablement dans les A si on fait les bonnes choses, mais pour le début de saison-là, pour moi, c'est un B-. Ton côté, François? Ben, ça collera pas trop longtemps. Moi, je donne un B. Fait que OK. ton B- colle plus. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, mais B parce que oui, écoute, on s'attendait à mieux d'eux autres, comme tu dis. La disqualification, ça aide pas. Si la voiture performe simplement lorsqu'elle est, on va dire, illégale, entre guillemets, là, à la hauteur de ce qu'on voulait, ben c'est pas très bien. Donc, oui, Ferrari, écoute, son deuxième, mais son deuxième avec plus ou moins, en tout cas, un peu plus que la moitié des points, si on veut, mais non, attends un peu. C'est quoi je dis là? 99 points d'écart entre Ouais, McLaren et Ferrari. c'est ça. Donc, non, mais Ouais. on en a beaucoup, là. Tu sais, c'est Ouais. incroyable. Donc, à cet égard-là, tu sais, c'est bon. Deuxième, c'est pas loin de premier, mais quand t'as quasiment, tu sais, t'es pas loin de 50% des points, là, c'est pas un Tu gage joues, de qualité. tu jouais le titre. Tu sais, tu jouais le titre la Ouais, saison dernière, là, tu le joues plus pantoute. Fait que t'es ouais. éliminé avant. Ils sont déjà éliminés. Normalement, on devrait avoir gardé au moins une écurie dans la course, puis là, on n'a plus. Fait que si on peut même pas se fier sur les deuxièmes au championnat pour disputer le titre aux autres. Ben, c'est Hmm. ça. Fait que pour moi, c'est ce côté-là. Mais B-, je pense qu'on le dit, hein, il n'y a pas de bonne et mauvaise réponse. Ton côté, Non. Kevin? C'est un B, donc je vais coller avec François là-dessus. Donc, vraiment une année délicate pour la Scuderia, là, malgré la P2 là, au championnat du monde, là, parce que la douche froide du niveau de performance de McLaren a été assez, assez intense. Donc, voilà, c'est pour ça que je donne un B à Ferrari avec les raisons que vous avez énumérées aussi. Si on enchaîne très rapidement avec les pilotes, je sais que du côté de Charles Leclerc puis Lewis Hamilton, t'as donné quoi? C'est pas évident non plus. Charles Leclerc, B+,
bon début de saison, avec des Mhm. podiums à la clé. Du côté de Lewis Hamilton, c'est un C+. De ton côté, François? Charles Leclerc, j'ai un A parce qu'il performe quand même bien là, avec cette voiture-là. Lewis Hamilton, je lui ai donné un B. J'ai été un peu plus généreux, peut-être un peu compréhensible. La Ferrari semble ne pas du tout s'adapter à son style de pilotage. Là, puis j'ai compris pourquoi récemment, un peu là, à cause d'une donnée, mais on en reparlera dans un prochain programme. Là, on développera là-dessus. De, de mon côté, j'y vais avec un A pour Charles Leclerc parce que justement, les derniers résultats, il s'affirme encore comme le leader de l'écurie. Plusieurs pensaient qu'il serait en danger. Moi, je faisais partie de l'école de pensée qu'il justement, il appréhendait la venue de Lewis Hamilton pour montrer ce qu'il sait faire, puis il le fait bien. Il continue d'être un pilote Mhm. redoutable en qualification. Du côté de Lewis Hamilton, j'y vais avec un C-. J'ai de la misère j'ai de la misère à avoir un septuple champion du monde dans cette situation-là. Je m'attendais à ce qu'il ait de la difficulté à battre Charles Leclerc en qualification parce qu'il avait de la difficulté contre Russell et selon moi, Leclerc est supérieur le samedi. Donc, je voyais pas qu'il pouvait avoir une amélioration là. Ce que je pensais qu'il pourrait rattraper, c'est en course, gestion de pneus, QI de course du côté d'Hamilton, puis tout ça, tous les points forts que je reconnais en lui pour un talent générationnel, il me semble ne plus les avoir. C'est une perte de repère pour Lewis Hamilton. Il est à 40 ans. Est-ce que c'est la seule raison qu'on peut donner à ça? De l'autre côté, on a un gars comme Fernando Alonso qui a juste 2 titres de champion du monde versus 7 malgré les circonstances, les voitures, mais qui répond bien à 44 ans dans une voiture qui est pas à la hauteur d'une Ferrari, là. Donc, pour moi, j'ai énormément de difficulté à voir ce qui se passe avec Lewis Hamilton présentement. On peut juste envisager l'année prochaine, mais il me semble, on le dit souvent, à l'année prochaine, à l'année prochaine. À un moment donné, on va manquer de temps là, parce que l'âge commence, tu sais, il rajeunit pas. Du côté de McLaren, pour terminer, l'écurie McLaren, ben, j'ai pas le choix. C'est la seule écurie que je vais donner un A+. On a 2 pilotes qui se disputent le titre. Et côté technologie, ben, on continue de faire évolutionner le sport. On a compris que le nerf de la guerre, c'était les pneus, comment qu'on chauffe ça avec les freins et toutes ces choses-là. Donc, pour moi, j'y vais avec McLaren un A+. Ton côté, François? McLaren, j'ai un A pour eux parce que ben, j'ai pas donné de note parfaite à personne là, cette année, mais j'ai un A pour eux. Écoute, belle voiture, tu sais, voiture incroyable, réussissent de bons résultats, mais c'est pas la perfection, tout simplement. J'aurais Mhm. donné un A+, c'était la perfection. On est pas loin de là, mais félicitations aussi pour les règles d'engagement. Ils font courser leurs pilotes. J'aime ce que McLaren fait cette année, là. Donc, un beau A pour l'écurie Orange Papaye. Moi, vois-tu, c'est ce qui me dérange, les règles d'engagement et toutes ces choses-là. Sauf que d'un côté, on a le luxe du côté de McLaren de dire on a le championnat des constructeurs en poche, puis on a le championnat des pilotes en poche. Il reste juste à décider c'est qui va l'avoir. Fait que déjà là, Mhm. pour moi, à une moitié de saison, j'ai de la misère à être plus sévère puis à leur enlever ce plus-là pour ma part, même si il y a des choses qui fonctionnent pas, que j'aime pas. Mais écoute, pour moi, c'est le scénario idéal là, qu'ils ont bâti depuis le début de la saison. Ton côté, Kevin? Ben écoute, moi, c'est un A+, Martin Ouais. également. Et j'avais dit 99 points, j'ai regardé, puis j'ai fait, non, ça n'a pas de sens. Non, ça Deux n'avait cent pas de sens. quatre-vingt-dix-neuf. Ben, c'est ça. Deux Mais cent je, quatre-vingt-dix-neuf. mais je t'ai laissé Deux cent aller. quatre-vingt-dix-neuf. Donc, voilà, la claque est encore plus dure pour la Scuderia là-dessus. Donc, voilà, c'est une voiture formidable, avec une gestion qui, jusqu'à date, fonctionne très bien pour les deux pilotes. On les laisse se battre. Il y a des petites choses qui peuvent être corrigées, mais pour le moment, tout baigne. Donc, bravo à McLaren pour avoir construit un super bolide de course. Ça, on les laisse se battre. On en viendra dans le entre-deux courses là, dans deux Ouais, ouais. semaines. On va aller entre-deux courses. Ouais. J'ai hâte de jaser de ça avec vous autres. Vas-y avec tes notes pour Piastri et Norris. Tu as donné quoi? Pour Oscar Piastri, c'est un A. Donc, j'ai pas de pilote avec un A+. Mhm. Donc, Oscar Piastri, un A. Très bon début de saison. C'est lui qui mène le championnat. Donc, on peut pas trop lui donner une note négative là-dessus. Donc, bravo à Oscar Piastri. Et pour Lando Norris, c'est un B+. Ton côté, François? Piastri A et Lando Norris A moins, simplement parce qu'il a plus d'expérience et je m'attendais peut-être à un peu mieux de sa part, même s'il performe déjà très bien. Moi, j'y vais pareil comme Kevin. À tendance, on termine comme qu'on on a fini la dernière saison, on va dire. J'y vais avec un A pour Oscar Piastri, puis j'y vais avec un B+ du côté de Lando Norris. Il y a des erreurs qui se répètent dans son cas, donc ça fait partie de lui. Il réussit pas à passer par-dessus ça et ça me dérange encore. Mais il se trouve quand même dans la position qu'il devrait être, ça veut dire compétitionner pour le championnat. Mais selon moi, il devra être un A dans les 10 dernières courses s'il veut saisir ses opportunités. Sinon, il va encore l'échapper comme il l'a fait l'année dernière. Maintenant, en terminant,
maintenant, les gars, je vous ai demandé de vous prêter au jeu et de dire qui est le pilote des cœurs. Malheureusement, on manque un petit peu de temps pour les expliquer, mais moi, j'ai donné ça à George Russell, même si on lui a jamais donné au cours de la saison le titre des cœurs, ça fait peut-être pas de sens, mais je lui donne parce que je trouve que il s'est établi en tant que leader de l'écurie. Oui, c'est facile, c'est une recrue, mais je trouve qu'il connaît toute une saison. Il a vraiment élevé son niveau de jeu, où ce qu'on pensait qu'il pouvait atteindre son potentiel, qu'on voyait pas nécessairement dans les dernières saisons. Donc, pour moi, c'est lui le pilote des cœurs qui a le plus élevé son niveau. De ton côté, François? Moi, je vais y aller avec une écurie, celle de Steak Sauber, parce Oui. que le niveau est passé de rien du tout à quelque chose de très inattendu. Donc, c'est eux qui ont mon titre d'écœur incorporé pour l'écurie, qui a élevé son niveau d'un cran et même plus qu'un. Ton côté, Kevin? Des cœurs? Et de mon côté, ben, je vais y aller avec François. Sauber également. OK, parfait. Maintenant, du côté du directeur de l'année, je vais dans le même sens que vous. Directeur de l'année, pour moi, c'est Jonathan Whitley. C'est arrivé le 1er avril, a donné je reprends la joke, m'a donné un kick à l'équipe, puis a vraiment transformé cette écurie-là depuis ce temps-là. On voit la transformation, c'est jour et la nuit, là, vraiment. Jonathan Whitley, pour moi, a transformé l'écurie Kick Sauber. De ton côté, François? Ah, je vais y aller avec Andrea Stella. Oui. Juste pour le succès que McLaren y va, puis pour faire changement un peu là, de ton idée, mais Whitley est très fort, mais je vais y aller avec Andrea Stella, Non, moi, de mon Andrea, côté. c'était là. C'est pas une mauvaise réponse, ça, c'est sûr. De ton côté, Kevin? Pour pas faire de jaloux, un bord, un bord, je vais y aller avec toi, Martin. Jonathan Whitley du côté de Sauber. Je pensais que tu allais dire Jonathan Stella ou faire un mix. Non, non, non. Ou Non, Andrea non, Whitley. Je vais prendre un bras de ça chaque. reste Ouais. un nouveau nom, finalement, qui vient d'apparaître dans Jonathan Whitley. Et votre recrue de l'année, si la tendance se maintient, moi, ben, je vais avec toi. Commence, Kevin, avec la recrue de l'année. Ben écoute, au début de l'année, j'ai choisi Antonelli. Je vais garder Antonelli, mais je ne néglige absolument pas Gabriel Bortoleto. Parfait. Il est encore en audition, on va dire. Oui, oh, oui, oui. Ton côté, François? Moi, je penchais vers Adjar. Là, ça s'en va bien moins bien. Sauf que si Adjar renverse la vapeur, qu'Antonelli performe pas mieux, puis que Bortoleto, ça reste au stable, ça va être Adjar qui va l'emporter. M- Moi, tu m'as convaincu dans les dernières semaines. Tu n'as pas eu à me tordre le bras trop, mais c'est Bortoleto présentement Ouais. qui est dans le siège du conducteur. Pour les raisons que j'ai dit plus tôt dans l'émission, c'est que je pensais qu'il ne pourrait pas se faire justice, puis il a trouvé une manière de tout déjouer. C'est sûr qu'il y a eu l'aide de Sauber et de Jonathan Whitley et compagnie. On lui a donné une voiture, mais quand même, il y a une différence entre l'avoir et le faire. Donc, pour moi, c'est lui qui est dans le siège du conducteur. Et dans les prochaines courses, ben, c'est à les autres de le battre. Mais ça va être redoutable parce que les autres ont probablement des meilleures voitures pour réussir à aller le rechercher, autant du côté d'Adjar que d'Antonelli. Messieurs, ça a été un plaisir. J'espère que les auditeurs auront apprécié. C'est un épisode qui est toujours plus long que la moyenne. C'est pas facile. Les Mhm. gens l'écoutent peut-être des fois en trois, quatre parties. Mhm. Mais l'important, c'est vraiment de passer toutes les écuries. Et c'est toujours plate quand on arrive puis on passe un petit peu vite à travers les dernières, mais en même temps, on en parle tellement au cours de la saison des McLaren, des Ferrari, tout ça, que quand on fait les rôles inversés un peu, c'est une question de tout rebalancer, tout ça et de donner, de discuter des écuries des fois qu'on prend peut-être un peu moins de temps, vu qu'ils sont souvent à l'arrière, ben c'est eux qu'on manque de temps pour eux normalement dans des podcasts. Là, on fait l'inverse dans ce bilan-là. Donc, François Goulet, merci beaucoup pour les gens qui veulent te suivre, bien sûr, Gouletski sur les réseaux sociaux. Kevin Mhm. Fontaine, auteur du livre La Formule 1 au circuit Gilles Villeneuve, disponible dans plusieurs librairies maintenant à travers le Québec. Et bien sûr, la meilleure façon de le trouver que lorsqu'on veut pas se casser la tête, c'est d'écrire un petit message au F1 Podcast. Puis on va vous acheminer toutes les informations, dépendamment comment vous voulez vous le procurer. On va vous aider avec ça. N'est-ce pas, Kevin? On va dire que Kevin a dit. Absolument. T'es plus sûr, il est déjà parti. Il est rendu à l'autre bout du monde, c'est quand tu as le fameux lag, là. C'est pas Kevin? C'est Là, ça, 5 Kevin. secondes. Oui, Oui, bien sûr. absolument, Ouais. absolument, En direct de absolument. l'Afghanistan, Kevin. Merci Ouais. beaucoup. Et merci les boys. Puis attention à vous autres. Et on se remet ça là, à la fin de la saison. Super. Plaisir. Merci. C'est ce qui complète notre épisode du bilan mi-saison 2025. Notre prochain rendez-vous sera vendredi 22 août avec notre formule entre deux courses où je recevrai certains de nos collaborateurs afin de discuter des sujets de l'heure dans le monde de la Formule 1. Mais d'ici là, le F1 Podcast ne prend pas de vacances. Je vous invite à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Facebook, X Twitter ainsi que Instagram et bien sûr à vous abonner à nos chaînes Spotify et YouTube et activer la petite cloche question de recevoir une notification lors de la publication des nouveaux épisodes. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous souhaite un excellent week-end.